Allô? Me recevez-vous? Équipe New Game Plus. Ace, New Game, Brad, vous nous entendez? Bordel! Bon, si un jour vous recevez ce message, si un jour vous l'entendez, nous sommes perdus à bord de la station de Sébastopol. Vous devez recevoir ce message. Nous ne sommes pas seuls. Nous... Oh merde! Nous ne sommes pas seuls. Une espèce de monstre. Ils déciment tous les survivants. J'ai vu l'équipage. Leur ventre ouvert. Vous entendez? Ils vous cherchent. Dépêchez-vous. Ils vous cherchent. C'est... Un alien. Cachons-nous ici. On va condamner la salle ici. Pas de bouche d'aération, c'est parfait. Bon, le temps qu'il arrive, on va devoir être patient. On n'a qu'à enregistrer un podcast, non? Ouais, on enregistre un podcast. Bon, on va quand même faire un petit coup de sauvegarde avant de démarrer. Voilà. Bon ben, HK, on enregistre un podcast du coup. Ben ouais, c'est parti. Ok, bon ben, allez, c'est parti. Bonjour et bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va pas parler de Xenogear, mais de Xénomorph. On va sortir le BA13 et se le farcir seul, isolé et encerclé comme des teubés. Ce soir, ambiance électrique, mais pas de soucis, mes gants sont 100% conformes aux normes d'isolation pour parler Alien Isolation. Et avec moi, vous l'avez entendu, HK. Salut à tous. Moi, ce soir, je fais l'intro minimaliste pour ne pas me faire repérer. On va pas faire trop de bruit. Mais, oui, c'est vrai. Mais on va se lancer dans un sujet passionnant et je suis super content d'évoquer ce sujet avec toi, même si c'était pas notre premier choix. On va passer un bon moment ensemble, puisque vous l'avez compris, on va parler d'Alien Isolation. Oui. Ouais, bah écoute, on va d'abord, je pense, parler de la licence Alien en général. On va ensuite évoquer un peu le développement du jeu, ce qui a amené. Ensuite, en troisième partie, le jeu en lui-même dont on va parler en détail. On finira sur l'histoire et les thèmes du film, du jeu, voilà. Puis ensuite l'extension et l'héritage pour finir sur la conclusion. On est parti? Eh ben, c'est parti. C'est parti. Jingle. Alors, avant de se lancer, ce que je te propose, moi, c'est de te présenter un petit peu, de voir comment chacun est familier de la licence, parce qu'on n'a pas du tout le même historique autour. Donc toi, Alien, tu l'as découvert comment? Qu'est-ce que tu partages avec cette licence? Alors moi, c'est drôle, parce que quand on a fait ce podcast, on a prévu ce podcast à la base. Enfin, c'était pas prévu, parce maintenant on est à Sébastopol, on est coincé, c'est pour ça qu'on en parle. Mais, oui. Mais à la base, on avait quand même une petite idée de ce podcast au fond de nos têtes. Et en fait, quand on l'a évoqué, en fait, moi, je me suis vite retrouvé dans un cul-de-sac parce que Alien, je l'ai surtout connu grâce au jeu dont on va parler. J'avais déjà vu le premier film et je l'avais vu très très longtemps avant. J'avais aussi vu, je crois, Alien Romulus, il y a pas si longtemps que ça, quand c'est à peu près sorti avec Romain, le mythe, la légende. Et après ça, justement, on avait joué au jeu Alien Isolation. Et on avait regardé après ça le premier film et je te laisse imaginer l'effet que ça fait quand tu connais pas trop le film, que tu as joué au jeu avant et que tu vois le film et tu te dis mais oh bordel, en fait c'est comme dans le jeu. Exactement. Alors que c'est l'inverse. C'est ça. C'est une sensation très bizarre quand je lui disais mais regarde, c'est comme dans le jeu. Il me fait oui, ça vient de là. C'était trop bizarre. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que je connais d'Alien. J'ai dû voir Alien 2 vite fait, mais honnêtement, j'ai pas trop de souvenirs. Et donc, toi, c'est une licence vraiment que tu as découvert sur le tard, quoi. Ah ouais. Et du coup, toi? Alors que moi, c'est une licence, moi, que j'ai découvert il y a longtemps, que j'aime énormément.
Je serais pas capable de te dire comment je l'ai découverte. Je sais que un des grands moments marquants, moi, c'est que j'ai vu le Alien 4, La Résurrection au cinéma. Et donc, j'étais pas très vieux, enfin, j'étais quand même suffisamment âgé pour le voir, mais ça m'avait bien marqué parce que, voilà, même si c'est pas celui qui a la meilleure réputation, voir sur écran géant avec tout le système surround, ça fait son petit effet. Ah, ça devait être incroyable, ouais. Ouais, je regarde de bons souvenirs, ouais. Et donc, j'ai vu les 4 épisodes originaux. Je me suis fait attraper par Prometheus, un peu par hasard, dans le sens où, je sais pas si tu te souviens, mais quand ils l'ont teasé, qu'ils ont fait toute la pub, j'avais pas été dans le détail et ils avaient pas forcément présenté que c'était la licence Alien. J'étais allé le voir un peu par curiosité et même si le film a ses détracteurs, j'étais très content de retrouver un Alien et ça m'avait fait une bonne claque. Donc j'ai vu les suivants, j'ai vu les derniers effectivement avec Romulus, je suis en train de regarder la série, j'ai lu des comics, j'ai fait pas mal de jeux, donc on va dire que je suis un grand fan de la licence. T'es un peu un hardcore de la licence, enfin pas hardcore, mais t'es quand même très familier de la licence, ouais. Alors qu'effectivement, moi, beaucoup moins au niveau des films, j'en ai vu, comme dit, quelques-uns. J'ai un peu cet effet avec Alien, où c'est parti en mode Alien versus Predator. Oui. Ça me rappelle un peu cet effet avec Batman, The Animated Series, que j'adorais, et ensuite Batman et Robin, où ça part complètement autre chose et voilà, j'ai un peu cet effet là qui m'a repoussé parce que c'est vrai que Batman et Robin, j'avais pas trop aimé ces dérivés là de Batman, ouais. Parce que j'étais très attaché à Animated Series et du coup Alien, ça m'a fait un peu le même effet. Je connaissais le classique, ouais. Mais après quand c'est parti dans des trucs beaucoup plus action, oui, c'est pas la même ambiance, on est d'accord. Et pour le coup, j'ai aussi vu les Aliens versus Predator, mais tu vois, c'est marrant parce que ça me fait rappeler moi que finalement les autres gros souvenirs que je garde de ma jeunesse sur Alien, c'est le Alien Trilogy sur PS1. Ah, bah oui. Où j'avais des gros coups de flip avec le détecteur de mouvement. Et j'ai surtout retourné dans tous les sens les Alien versus Predator sur PC, là, les deux, qui étaient pour moi les meilleurs jeux Alien jusqu'à ce que débarque ce Isolation, où ces jeux, ils sont géniaux, quoi. Bah moi je me souviens, alors petite anecdote de Pedro, je me souviens quand j'étais en début de la vie active, il se trouve qu'à un moment j'ai habité avec Romain dans une chambre étudiante de 8 mètres carrés ou 9 mètres carrés pendant plusieurs mois et il se trouve que bon, il étudiait bien, il n'y a pas de problème, mais il avait aussi optionnellement une Xbox 360 avec une petite télé dans sa chambre étudiante. La Xbox, elle tournait quand même pas mal. Et je me souviens qu'à cette époque-là, du coup, il avait le Xbox Live et il avait Alien versus Predator sur Xbox 360. Et il me semble qu'il y jouait vraiment beaucoup. Il était vraiment très sympa. Ouais, il me semble qu'il est quand même moins marquant que les versions PC, si je te dis pas de conneries, mais il est plutôt pas mal. Honnêtement, moi, j'ai hérité de ça parce qu'il m'a filé ses jeux 3.6, donc je l'ai dans ma collection. Ouais. Je me suis dit, un jour, je vais me le faire en mode solo, je vais voir ce que ça donne. Mais honnêtement, ça avait l'air d'être assez fun à jouer. Il en a gardé des bons souvenirs. Il m'a dit, quand il a revu la boîte, il m'a dit, ah putain, ouais, ce jeu, je me suis bien amusé dessus, quoi. Bah, disons que ce qui était cool, c'est que sur les Alien versus Predator, c'est que tu avais vraiment 3 gameplays, quoi. C'est-à-dire que tu avais la campagne Marine où tu étais vraiment sur un FPS très classique, mais dans l'univers d'Alien, pardon. Tu avais le mode Predator où là, c'était le mode je suis un noob, mais le perso est tellement cheaté que tu défonces tout le monde, c'était juste hyper jouissif avec les caméras thermiques et tout. Et le mode Alien où c'était le mode Vomitos où tu cours partout à une vitesse folle, tu me dirais pas d'Alien mais t'es mort de rire. Et j'en ai fait quelques fois en LAD aussi, c'est vrai que c'était rigolo, mais j'ai des super souvenirs de ces Alien versus Predator. Les jeux, parce que les films, ce sont des merdes. Bah, même les jeux en règle générale, en fait, quand j'ai monté ma borne d'arcade, c'est vrai qu'il y a certaines versions qui sont des versions arcade qui sont très... Bah, il me semble que c'était des beat'em up, des beat'em all, non ? C'est ça, t'as un Alien versus Predator. De mémoire, ce qui est sympa, c'est que t'as des gros sprites, que voilà, il est plutôt sympa là-dessus. T'avais un Alien The Gun,
qui était aussi assez cool dans le sens où un Born, c'était un des premiers, enfin en tout cas un des premiers dont je me souviens, où tu avais justement un énorme fusil d'assaut pour tirer sur les aliens. Donc c'était vraiment un truc extrêmement bourrin. Et d'ailleurs, Mais ça restait toujours ce pan action. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça restait toujours sur ce pan action. J'allais dire finalement, les seuls qui s'en sortaient un petit peu, ça a été souvent quand ils sont allés sur le plan action, parce que tu avais Alien 3 aussi, où tu étais un peu entre deux. Alors celui-là, je crois que je l'avais fait sur Mega Drive et je l'ai sur Game Gear aussi. Où Ouais, je l'essaye sur Super Nintendo aussi, parce que Mega Drive, je pourrais pas. Mais de mémoire, j'ai souvenir d'en avoir chié sur ce jeu, parce que sur les premières missions, tu dois aller libérer des otages ou un truc comme ça au milieu de vaisseaux spatials. Et tu te fais défoncer par les aliens, t'as un temps limité, il faut savoir où ils sont. Enfin, sur le principe, c'est intéressant, mais à jouer, c'est pas très fun, quoi. C'est ça qui est drôle, parce que quand moi je connaissais Alien, tu sais, c'était un peu comme dans, je sais pas moi, c'est comme dans Resident Evil 1, tu vois, enfin, c'est les zombies, t'as un peu l'ambiance où t'es claustro dans un manoir enfermé avec des zombies qui te font peur, avec des ressources limitées, tu vois. Ouais. Et en fait, pour moi, Alien 3 et tous ces jeux arcade Alien, c'était l'équivalent de Resident Evil 6. Oui. Où t'es en mode, tu bourrines action. tous les gars, en fait, mais c'est action à outrance, tu vois. L'Alien, c'est pas fait, enfin, pour moi, c'était pas fait pour être toute une colonie de malades qui te foncent dessus. Pour moi, c'était une créature vraiment, mais puissante, maligne, enfin, et unique. Quasiment unique. Ça, c'est le Alien 2 de Cameron qui met ce volet action qui a bien marché et qui, je pense, était beaucoup plus facile à adapter dans le sens où des hordes d'ennemis à défoncer, c'est beaucoup plus classique que d'avoir un seul ennemi, quoi. Oui. Oui, et puis c'était la mode à l'époque, les beat'em all, les trucs comme ça, les rail shooters. C'était la mode à l'époque. C'était dans l'air du temps finalement, alors que je vais pas trop spoiler sur le jeu dont on va parler si vous le connaissez pas, mais c'est vrai que faire un jeu plus orienté stratégie, de se cacher, machin, c'était quasiment impossible sur Super Nintendo et sur PlayStation 1, ça aurait peut-être pu le faire, mais c'était trop en avance sur son temps. De toute façon, c'était pas adapté. C'est ça. Parce que Alien Trilogy, l'instant pub, j'ai testé sur le Disboy Blog. Oh, t'es vraiment un sale petit con, hein. Oui, c'est vrai que c'est plus un... Je sais pas comment j'avais défini ça, mais c'est plus un... Allez lire mon test. Même moi, je l'ai pas relu, vous voyez. Putain, mais c'est dingue. Mais ouais, c'est un jeu de flingue, quoi. C'était un jeu de flingue où tu te faisais défoncer. Moi, j'ai souvenir de la démo où concrètement, je me mettais dans un coin, je mettais le détecteur de mouvement et j'essayais de survivre le plus longtemps possible parce que j'étais mauvais. Voilà, donc du coup, sur la licence en elle-même, effectivement, on a vu le premier, ce qu'on retient, c'est vraiment le côté, on va dire, la lenteur, ce côté isolé, vraiment une peur viscérale, quelque chose d'assez organique. Et les adaptations venaient beaucoup plus du 2, qui certes reprenait ça, mais rajoutait vraiment un gros côté action, avec un groupe de Marines qui débarquait, avec des aliens qui étaient là à l'appel. Donc... Les jeux jusqu'à présent étaient beaucoup plus allés sur cette thématique-là. Et même, tu dis jusqu'à présent, mais même jusqu'à maintenant, en fait. Oui, c'est trop bizarre, parce que le jeu dont on va parler est un alien au sein des jeux aliens. C'est ça. Qu'en fait, c'est l'exception. Quand on regarde les adaptations qui sont faites, même encore jusqu'à la PS4, Xbox One et même iOS, franchement, c'est que du FPS TPS, quoi. C'est ça. Bon, pour ceux qui connaissent absolument pas la licence Alien, je vous propose qu'on aille faire un petit tour, puisque, comme vous l'avez compris, moi j'ai un petit peu parcouru les différents éléments qui la composent. Déjà, Alien, effectivement, à la base, le premier, c'est un film de Ridley Scott qui est sorti en 1979. Alors, le projet a une histoire assez sympa. Pour info, si vous voulez vraiment vous renseigner sur l'histoire d'Alien, j'ai lu il n'y a pas si longtemps... le livre Alien de Third Edition, qui est très cool. Déjà, les livres de Third Edition sont toujours assez complets et assez intéressants. Et celui-là, en fait, s'y prête particulièrement bien parce que l'histoire d'Alien, elle est extrêmement fouillée. Il y a plein de choses qui reviennent dessus. Enfin, il faut savoir, par exemple, que l'origine d'Alien, on retrouve énormément des gens qui ont été sur le projet de Dune de Jodorowsky qui n'est jamais sorti et ça a été recyclé derrière. Finalement, Alien vient en grande partie d'un échec monumental du cinéma, quoi. Donc c'est assez cool de retrouver ça, quoi.
Donc l'histoire, pour ceux qui ne connaissent absolument pas, c'est qu'on va suivre un cargo commercial, le Nostromo, qui, de retour d'une mission classique, reçoit un signal inconnu sur une lune isolée, et donc va faire un détour pour aller voir ce qui s'y trouve. C'est pas parce qu'ils sont en rate de thunes et ils ont besoin de choper, d'aller chercher des choses pour se faire un peu plus de fric. Alors c'est pas forcément qu'ils sont en rate de thunes, mais t'as tout un côté justement dans les thématiques qu'on retrouve dans la licence, c'est le côté anticapitaliste. D'ailleurs, le jeu commence à travers, le film commence à travers une mise en opposition des travailleurs manuels, on va dire, qui sont la classe ouvrière, qui sont ceux qui doivent réparer le vaisseau et qui parlent de récupérer justement de la thune parce que ils veulent en gratter plus, etc., et qu'ils n'ont pas assez de parts, et des officiers derrière qui sont en gros les cols blancs qui se mouillent un peu moins. Et par contre, effectivement, c'est à travers alors ça fait un moment que je l'ai pas vu, mais je ne sais pas si c'est la compagnie qui met des conditions financières qui les poussent à y aller, ou si c'est qu'ils risquent de se faire sucrer leur part s'ils y vont pas. En tout cas, ils sont poussés très fortement à y aller. C'est un peu une thématique qu'on retrouvera aussi dans d'autres jeux de ce type-là. Hein. Je pense, là, quand tu en parles comme ça me fait surtout penser à Lethal Company, où justement, tu vas sur des planètes, si tu remplis pas tes quotas, t'es siphonné. Enfin, ça, je sais pas, ça me parle. Ouais, où tu vas retrouver les Red Faction aussi, où tu retrouves un peu ce côté-là. Enfin, ouais. C'est toujours ça, en fait. C'est une thématique assez classique. Pour aller chercher de là-dessus. Exactement. Donc, du coup, l'équipage du Nostromo va sur cette lune, en descend, et tombe sur un vaisseau inconnu, où l'on retrouve un des personnages cultes de la licence Alien. C'est un espèce d'extraterrestre fossilisé géant, le Space Jockey, avec des œufs. Et bien sûr, ce qui devait arriver arriva. Une bestiole sort de l'œuf, attaque un des membres de l'équipage, donc Kane. Donc gros bordel, tout le monde rentre en urgence au vaisseau. Alors, en même temps, ils font les cons, les mecs. Hein. Ah, écoute, ils n'ont pas choisi les meilleurs, on est d'accord. D'ailleurs, je suis désolé si je spoil un petit peu, mais on va dire depuis 79, j'espère que vous l'avez vu, Alien, sinon, grosse faute de votre part, et ça n'empêche pas qu'il faut aller le voir. C'est clair. Ouais. Du coup, branle-bas de combat, tout le monde revient là, au vaisseau, passage dans l'infirmerie, on ne sait pas ce qui va se passer, et puis tout d'un coup, la créature se décroche, notre ami Kane va bien, tout le monde est content, jusqu'à la scène culte du repas où ils sont tous ensemble en train de manger, et là jaillit le premier chestburster dans une scène mythique du cinéma, et c'est parti pour un massacre où, alors que la créature grandit, puisqu'il faut savoir que l'alien évolue par différentes formes, elle va massacrer tous les membres de l'équipage, et on aura uniquement Ripley, donc Sigourney Weaver, qui va s'échapper en laissant le monstre à bord. Voilà, c'était le résumé pour les nuls. Le scénario est très minimaliste, ce qui fait la force de ce film-là et qu'il est devenu culte, c'est que c'est vraiment un chef-d'œuvre de tension. Il est très minimaliste, le rythme est lent, organique, mais du coup, ça laisse vraiment monter la tension. On sent que ça va venir, on ne sait pas quand ça va venir. C'est vraiment une réussite sur ce côté-là, quoi. Un peu comme avec la maman Jean-Kévin, quoi, du coup. Bon, écoute, je sais pas laquelle a le plus de sex appeal entre la reine alien et la maman Jean-Kévin, mais chacun ses goûts. Voilà. Donc là-dessus, l'autre point qui est hyper marquant, c'est qu'on retrouve les concepts de H.R. Giger avec ce qui est défini comme c'est la biomécanique, en fait. Je sais pas si c'est lui qui l'a créé ou si c'est lui qui l'a popularisé, mais c'est vraiment le design de l'alien avec ce côté à la fois mécanique, où on voit des espèces d'éléments très mécaniques avec du métal, avec des espèces de plaques de rivet, des choses comme ça, et croisé avec de l'organique, de la chair, du côté suintant, avec des thématiques très érotiques. Ça, on va pas se le cacher. Ah. Et croisé au monstrueux. Enfin, c'est assez cool. Vraiment, c'est un personnage qui est assez barré.
Un jour, je me dis que j'irai à Gruyère en Suisse, puisqu'il y a le musée H.R. Giger. Musée Alien. Ouais, non, H.R. Giger. Donc, du coup, tu retrouves son œuvre à lui, et il y a un bar, je crois, qu'il a décoré. Enfin, il y a des trucs comme ça, c'est ouf. Donc, c'est vraiment une patte visuelle très forte, combinée justement à la mise en scène de Ridley Scott sur les lumières, etc., qui fait que c'est hyper marquant. L'ambiance sonore aussi, elle est signée Goldsmith, elle est aussi très réussie. On est sur quelque chose qui est, encore une fois, minimaliste. On va avoir des bourdonnements, des bips. C'est appuyé par la musique, ça va pas être quelque chose qui est hyper présent, mais qui est froid, qui est inquiétant, qui va rajouter cette tension-là. Et puis le concept qui est que on retrouve un monstre, un seul ennemi quasi invincible, qui est caché dans un labyrinthe clos, un peu comme les slashers de l'époque, mais dans l'espace. Et le tout mis en scène, c'est un film acclamé pour sa mise en scène, qui a vraiment fait un gros succès, quoi. Et surtout en 79, quoi. Ouais, en 79. C'est ça, c'est vraiment... C'était waouh, quoi. Voilà. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le film a eu l'Oscar des meilleurs effets visuels et une très bonne réception critique. Donc, forcément, fort de ce succès, les possesseurs de la licence ont voulu capitaliser dessus, ont lancé un 2, ont lancé un 3, puis un 4 plus loin. Là encore, on va surtout pas aller sur ce détail-là parce que c'est pas forcément ce qui est très pertinent pour parler du jeu d'aujourd'hui. Là encore, c'est super intéressant si on veut aller sur l'histoire de ces films, parce qu'à chaque fois, c'est des films, à l'exception du 4, qui se sont faits dans la douleur, avec des changements de réalisateurs, avec des réécritures de scénarios. Enfin, l'histoire derrière le film, à chaque fois, elle est super captivante. Et pendant longtemps, du coup, Alien, ça a été un peu une exception hollywoodienne, dans le sens où c'était une licence majeure du cinéma, mais c'est une licence où à chaque fois, l'auteur s'appropriait la licence. Et du coup, dans chacun de ces 4 films, on voit toujours l'auteur, le réalisateur. À chaque fois, on voit la patte du réalisateur. Quoi. C'est ça. Et entre le film fait par Jeunet ou le film fait par Ridley Scott, faut pas se le cacher, on retrouve souvent les mêmes thématiques, mais voilà, il y a une patte, il y a une esthétique. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui a mené au statut culte, justement, de cette licence Alien, quoi. Ouais, ça c'est surtout, j'ai l'impression que le côté merchandising c'est surtout développé à partir du 3, quoi, parce que c'est vrai que quand je vois le logo du 3, je me dis putain, ça a été adapté à toutes les sauces, ce truc-là. Bon, je pense surtout aux jeux vidéo, mais ouais, c'est vrai que j'ai l'impression que ça a surtout décollé avec Alien 3, tout le merchandising, le truc, un peu plus la popularisation, l'externalisation enfin, je sais pas comment dire ça, mais c'était vraiment une licence forte sur laquelle ils avaient tout intérêt à capitaliser. Donc du coup, si tu veux, le 1 c'était un peu un pari, le 2 ils se sont dit retente le coup et ça a encore mieux marché, donc forcément sur le 3 ils se sont dit banco, quoi. Et puis voilà, en plus moi je suis friand, je suis plutôt bon public des Aliens, donc ça me va plutôt bien. Et ce qui reste intéressant, c'est que je veux dire, contrairement à pas mal d'autres licences aujourd'hui qui ont été essorées jusqu'à la moelle, et finalement depuis 79 il y a pas tant que ça. Même si ça s'accélère là depuis que c'est passé dans la galaxie Disney, ça reste raisonnable, on va dire. Bon, apparemment, ils sont pas si mauvais, les derniers. Après, c'est vrai que c'est un peu comme les Star Wars. Il y en a qui préfèrent le classique au classique. Il y en a qui disent que c'est pas si mal les nouveaux. En fait, moi, les nouveaux, je trouve que si tu n'es pas familier de la licence Alien, c'est une bonne porte d'entrée. Parce que si tu veux, notamment le dernier, Romulus, justement, tu retrouves ce qui fait la licence, mais c'est moins radical et moins marqué, parce que justement, ils ont pris un réalisateur qui est un faiseur, plus qu'un vrai réalisateur qui a amené sa patte. Donc du coup, ça passe bien, mais c'est moins culte que les précédents, quoi. Je me suis bourré d'ailleurs. Eratom, c'est pas Romulus que j'ai vu, c'est Prometheus. C'est complètement différent. Quelle indignité. Hein. Il y a 12 ans d'écart, je crois. Ouais, je me disais, c'est quand même vachement récent. Bref, en tout cas, c'est bien Prometheus que j'avais vu au cinéma. Ouais. Donc du coup, en tout cas, vous l'avez compris, la licence est parfaite pour le jeu vidéo, parce qu'on va retrouver des choses qui sont hyper adaptées, avec un principe de huis clos, avec un monstre imprévisible, qui est juste les mécaniques idéales pour faire un survival horror. C'est-à-dire, on a tous les éléments, quoi. Les thèmes du film aussi marchent super bien, puisque on retrouve alors il y a la solitude, puisqu'on à chaque fois nos héros sont isolés dans l'espace. Il y a tout le côté technologie qui se prête bien aussi aux jeux vidéo. Le côté capitalisme déshumanisant on l'a vu, on voit assez régulièrement. Tout ça trouve des échos vraiment naturels dans le jeu vidéo. Donc, on se devait d'avoir de bons jeux aliens.
Et pourtant, Ouais, et pourquoi ça a chié dans la colle? Voilà. Donc voilà. Parce qu'à mon avis, c'était quand même bien plus facile de sortir du jeu d'action où on réfléchit pas, on met des sprites qui se pointent devant toi, tu flingues tout ce qui bouge. Puis de toute façon, ça allait dans ce sens, là, la licence Alien des films aussi, hein, comme dit. Voilà, donc ils ont fait juste suivre la tendance des films. C'est ça, c'est-à-dire que le Alien, la résurrection, donc le 4, pour moi, il sort, on va dire, deuxième partie des années 90, si je dis pas de bêtises, pour que si j'étais assez grand pour le voir, peut-être début 2000. 97. Ouais, ok, j'étais pas mal. Pas mal, non. Et ouais, donc du coup, quand il est sorti, j'avais 13 ans, donc effectivement, je comprends pourquoi j'ai été marqué au cinéma. Oui, c'est vrai que moi, je pouvais pas le voir. 6 ans, Non, viens papa, on va voir Alien. Je n'aurais pas laissé rentrer, ouais. Donc celui-là, c'est le dernier. Après, il y a eu un gros passage à vide sur lequel les seuls films qui sont sortis de la licence Alien ont été des Alien versus Predator, qui sont des films d'action de merde bas du front, jusqu'à Prometheus, qui lui est presque 2006. De retour. Ouais. C'est le retour à la licence de base, en fait. C'est ça. Et donc, du coup, effectivement, ils ont suivi cette dérive-là, ultra action. Mais voilà. Donc, du coup, au niveau de ces jeux un peu marquants, Alien Trilogy, c'était un shooter sympa. C'était pas un grand jeu, mais ça passait bien. Ouais, ça va. C'est un petit Doom-like. Ouais, c'est ça. L'Alien contre Predator PC, vraiment, je vous les recommande un jour. Ça fait partie des jeux que je veux traiter un jour en vidéo parce que ils étaient vraiment très très bons. J'ai vraiment hâte de voir ça, du coup. Voilà, ce arcade, c'est pas des jeux ouf, mais pour l'arcade, ça passe bien pour une partie en 5 minutes. Hein, c'est un beat'em all ou un rail shooter. Voilà. Et puis après, on a les années 2000 avec la déchéance, le jeu Colonial Marines qui est sorti juste avant. Ouais, une horreur. Voilà, qui nous était vendu comme un jeu fidèle au cinéma. Et finalement, une merde. Il faut savoir, je suis allé voir pour le fun, il a un métacritique de 45 sur 100. Voilà. Bon, c'est la moyenne. Hein. Voilà. Bon, c'est une petite merde. Voilà. C'est pas une grosse merde. Par contre, j'ai vu, il y avait aussi un TPS isométrique. Là, je sais pas ce qu'ils ont cherché à faire avec ça. Avec Dark Descent. Ouais. Ouais, exact. J'ai jamais essayé celui-là. J'ai pas osé. Ça avait l'air d'être un genre de TPS action. Je sais pas. Enfin, je me suis pas plus renseigné que ça dessus. Je savais même pas qu'il existait à la base avant de faire le podcast. Mais voilà. Par contre, j'ai vu le Blackout sur iOS. Où ils ont osé reprendre le concept de Five Nights Freddy, qui se prête pas du tout à l'Alien. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire par là. Enfin, c'est pour ça que je dis on a eu une palanquée de FPS, de trucs action débiles. Et alors, Trilogy n'est pas mauvais. Hein, alors ça dépend sur quoi vous le faites. Il est mieux sur PlayStation 1 que sur Saturn. Ouais. Moi, je l'ai fait sur Saturn. Mais il est pas mauvais, mais c'est un jeu d'action, quoi. Et d'ailleurs, on en a pas parlé, mais il y en a aussi. Alors, on en avait parlé quelque part dans New Game Plus. C'était sans doute, c'était d'ailleurs pas plus tard que la dernière fois sur la Nintendo DS, Ace Bunny, c'est ça, qui en avait parlé sur Alien Infestation de la DS. Faut savoir que j'ai aussi joué à ce jeu et je m'attendais à un truc un peu plus Survival Horror. Et c'était un jeu d'action qui m'a défoncé parce que en fait il est assez franchement il est assez dur, donc mais il est pas mauvais, il est vraiment pas mal, mais comme dit j'ai pas continué et j'ai pas testé l'épisode Game Boy Color. Tu l'as fait toi? Non, pas essayé. Mais en fait c'est là le paradoxe, c'est-à-dire que dans les films les aliens c'est carrément badass, c'est-à-dire qu'ils en détruisent mais c'est chaud quoi. Donc quand tu fais un shooter bourrin face à des aliens, c'est compliqué, t'as pas l'ennemi de base à défoncer, quoi. Donc, moi, je sais qu'Alien Trilogy, c'était un des points qui m'avait marqué, où finalement, dès le début, les ennemis que tu rencontres, c'est chaud, quoi. T'as pas de gradation, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est pareil, ça reste un jeu d'action. Donc, quand les facehuggers, c'est-à-dire les petits aliens qui rampent et qui sautent sur ta tête, te chopent, t'es pas mort. T'es privé de vue pendant un certain moment, tu perds beaucoup de vie. Mais ils te lâchent et tu peux les tuer. Alors que le facehugger, normalement, c'est du one-shot. Quand il chope quelqu'un, c'est terminé. Ouais. C'est ça qui est un peu dommage. Tout ça pour dire qu'en fait, finalement, le concept même de l'alien se prête assez mal
à un FPS bourrin, quoi. Donc forcément, tous les fans de films avaient toujours été frustrés parce qu'à chaque fois on nous promettait de l'Alien et au mieux on avait quelque chose de sympa et bien souvent on avait une merde indigeste, quoi. Une grosse frustration jusqu'à cette époque, jusqu'à l'échec Colonial Marines, où là les gars se sont dit bon, c'est si on faisait un bon jeu pour une fois. Challenge accepted. Et c'est là qu'on va commencer à rentrer dans le vif du sujet et que je vais te passer la main pour parler du développement. Après un petit jingle, mais pas trop fort pour l'Alien. Ouais, c'est parti. Ta 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 ta. Voilà. Donc, du coup, l'Alien Isolation. Comment ça a commencé cette histoire ? Ça a commencé avec un nom, Creative Assembly, même deux noms. Creative Assembly et Sega. Donc en 2006, Sega acquiert les droits pour développer la franchise. Donc qu'est-ce qui se passe ? On a d'un côté Creative Assembly qui entend parler de ça. Pourquoi ils sont connus, Creative Assembly ? Creative Assembly, si vous connaissez un peu l'univers du jeu vidéo, c'est pas du tout, mais alors pas du tout, les mecs à prendre pour ça. Parce qu'à la base, Creative Assembly, et toi tu connais plus ce sujet que moi, HKR, je peux te laisser en parler parce que t'es le master of the PC game. Voilà. Et c'est Total War, donc du RTS. Voilà. C'est du RTS stratégique. Voilà, Alien, RTS stratégique, tout va bien. Logique. Bon, alors bien sûr que ça n'a pas commencé comme ça. En fait, c'est pas que des RTS stratégiques d'ailleurs. Par le passé, ils ont aussi fait des jeux de rugby, des jeux de cricket, des jeux d'AFL. Alors je t'avoue, je connais moins les jeux de cricket. C'est pas ma spécialité. Moi non plus. Et, du AFL. Alors l'AFL, qu'est-ce que c'est l'AFL ? C'est Australian Football League, donc c'est du football australien. Donc je savais même pas que, en fait je suis un peu inculte, je savais même pas que les Australiens avaient leur type de football précisément, je pensais que c'était du football américain qui prenait ou quelque chose comme ça, mais en fait non, il y a aussi du football australien. Donc ils ont fait Rome Total War, et ils ont fait une terrachée de jeux de stratégie, et ils ont fait un TPS action-aventure qui s'appelle Viking Battle of Asgard, qui est un jeu, comme dire, un troisième personne typé aventure-action, rien à voir avec un quelconque jeu Alien, surtout que c'était des mondes ouverts, ou alors des jeux de sport, donc vraiment pas du tout ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé déjà au départ, donc à la licence Alien, mais ils savent pas trop encore quoi en faire. C'est dans les cartons, c'est proche d'être mis sur les rails, mais pour l'instant, on cherche. Et ils vont voir Creative Assembly pour leur proposer de faire un jeu olympique. Pas du tout un jeu Alien. Et ils voulaient un jeu de sport. Parce que Creative Assembly, c'est du cricket, c'est de la FL. Donc ils vont voir, ils disent, écoutez, on veut un jeu sur les Jeux Olympiques. Et comme le studio et Sega, c'était une belle histoire d'amour, ils se connaissaient très bien, ils collaboraient souvent ensemble. Du coup, le studio, il a fait, on en a quand même plein le cul de faire des jeux de cricket, de faire des jeux de sport. Si on faisait un vrai jeu pour une fois. C'est ça. Et dans l'équipe, il se trouve qu'ils ont entendu parler du fait qu'il y avait l'acquisition de la licence Alien. Et dans le studio, il se trouve qu'il y a des énormes fans de la licence Alien. Et ils se disent, viens, on se retrousse les manches et on fait un jeu Alien. Et là, c'est le drame. Absolu. Pourquoi ? Parce que on a commencé pas du tout sur les bons rails. On avait des mecs qui étaient surmotivés, mais on avait des mecs qui avaient surtout un moteur de jeu maison qui n'était pas du tout adapté. Donc d'un côté, on avait Viking Battle of Asgard, qui a été, alors sachez-le, Viking Battle of Asgard, un TPS action-aventure qui se passe en extérieur, en monde vaste, a été la source du moteur du jeu Alien. Donc ça, c'est relativement... Je crois qu'il est pas tout jeune en plus, ce Battle of Asgard. 2008, hein. Ouais. Bon. Donc Viking Battle of Asgard a servi de base technique au projet. Donc ils ont été emmerdés parce que, en fait, ils ont dû faire quand ils ont dit ça à Sega, on va se charger d'Alien, Sega, ils ont fait, vas-y, tu sais quoi, TG, fais-moi un jeu olympique. Ils sont arrivés, ils ont dit, bon, ok, pour les convaincre, on va faire une démo technique d'Alien. Et ils se sont retrouvés avec des contraintes techniques assez élevées. Déjà, le fait que leur moteur, il n'était pas du tout fait pour des intérieurs, puisque c'était un jeu qui se passe en extérieur. Donc, c'est un peu compliqué de faire des environnements quand c'est calé pour l'extérieur.
des environnements claustro. Et surtout, ils ont eu un énorme problème avec la gestion des lumières et des ombres. Parce que Viking Battle of Asgard, une des sources principales de lumière, c'est quoi ? Le soleil. Donc en fait, ils se sont retrouvés avec ces petites contraintes, mais les mecs ils se sont pas fait démonter et ils sont allés voir Sega avec une démo technique. Je l'ai vue la démo technique puisqu'elle apparaît dans un des documentaires de making of du jeu qui a été fait par la chaîne documentaire NoClip. J'ai vu le trailer, c'est assez ahurissant ce qu'ils ont réussi à faire en 3 semaines. Putain. Ils ont pondu un trailer en 3 semaines qui dure plusieurs minutes, sur lequel on voit un couloir de la station spatiale Nostromo, avec la salle où justement l'alien est sur la... toi tu as vu les films, donc c'est la salle où l'alien est posé sur la table d'opération, il est posé, enfin sur le lit, il est posé avec le monstre sur la tête. Et en fait, ils ont présenté une démo où le monstre saute de la tête et se balade dans la pièce avec l'ombre de l'alien qui se projette contre les murs. Et du coup, en fin de démo, l'alien qui sort d'une bouche d'aération et qui va vers le joueur. Et ils ont coupé ça. Ils ont coupé là. Et en fait, Sega a vu ça. D'ailleurs, vous pouvez retrouver ça sur la chaîne de NoClip, sur le documentaire NoClip. Vous tapez Alien Isolation / NoClip, c'est le nom de la chaîne. Et vous pourrez voir cette démo. Elle est accessible. Et du coup, Sega, une fois qu'ils ont vu ça, ils ont pris un café carte noire et ils ont fait carte blanche. Voilà. Donc, quand ils ont eu carte blanche de la part de Sega, ils se sont pas arrêtés là. Parce qu'ils auraient pu faire un jeu d'action tout pourri. Mais il se trouve qu'ils étaient passionnés et que pour une fois, ils se sont dit, en fait, on a eu que des jeux d'action tout pourris. Enfin, pas tous tout pourris, on a eu que des jeux d'action. Et eux, ils se sont dit, on a vraiment envie que le jeu que tous les joueurs attendent d'Alien, ça soit nous qui le fassions. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ne sont pas allés par 4 chemins. Ils sont allés voir la Fox. Et ils ont dit, bonjour, on veut développer un jeu Alien. Viens, lâche-nous toutes les ressources que tu avais pour le premier film. Ça, c'est carré. Et en fait, pour développer leur jeu, ils ont eu accès à quasiment toutes les ressources du film, c'est-à-dire les concept art d'origine, plans de construction des décors du film, les photos des props, des objets qui ont servi, de tous les petits objets qui ont servi, donc que ce soit les petits objets qui posaient sur les tables, les mugs, les lits, comme dit, les trucs qu'il y avait sur les murs, les ordinateurs qu'il y avait sur les murs qui étaient encastrés, machin, ils ont eu accès à tous les props et ils les ont dupliqués dans le jeu. Donc en fait, ils ont reproduit le film, mais dans le jeu. Ouais. Et c'est assez hallucinant. J'ai vu, je crois qu'ils avaient, je sais plus si c'est 3 ou 5 téraoctets de données qui leur ont été fournies par la Fox. Donc il y avait du matos, quoi. Ouais. C'est ahurissant, vous imaginez ? Tu t'imagines là, les mecs, ils ont la carte blanche de Sega, ils ont les budgets, ils ont tout ce que la Fox leur donne pour émuler en jeu vidéo le premier film, pardon. Oh putain, lapsus révélateur. Gros lapsus révélateur. C'est là que tu vois que ces gars, quand même, ils y ont cru parce qu'ils venaient quand même de se... Enfin, en face, ils se sont quand même plantés comme des merdes avec le Colonial Marines, quoi. Ils auraient pu être échaudés C'est ça. Et mettre le projet... Bon, on vous donne 10 balles pour sortir votre truc, mais on va pas passer du pognon pour un échec, quoi. C'est ça. Donc là, ils avaient beaucoup à faire. Et par contre, ce que j'ai constaté, alors ça c'est dans le making-of que j'ai vu aussi, l'équipe, elle a eu des coups de stress, mais elle n'était pas en flip parce qu'ils étaient très très motivés. Les mecs étaient vraiment surmotivés. Hein. Et en fait, ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire ? On fait pas un jeu d'action, on aimerait reproduire la sensation que les spectateurs ont eue quand ils ont vu le premier film pour la première fois. Qu'est-ce que c'est cette sensation ? La sensation d'être isolé, pris au piège, complètement vulnérable et la sensation vraiment d'angoisse. Et ils se sont dit, pour ça, on va faire un survival horror et surtout, ils vont travailler sur l'alien. Parce que forcément, on fait un jeu alien, si tu veux faire le premier film, c'est Sigourney Weaver et l'alien. Ils ont travaillé l'intelligence artificielle, on y reviendra dans la partie qu'on va aborder sur le jeu, mais ils ont énormément travaillé l'intelligence artificielle et d'ailleurs ils le mettent beaucoup en avant parce que ça a été un énorme travail. Ça a duré très longtemps dans le développement. Ils ont vraiment peaufiné le développement, on y reviendra après, mais sur l'IA, ils ont vraiment travaillé continuellement sur l'IA. C'était vraiment quelque chose de primordial. Pour vous donner un ordre d'idée, on l'abordera plus en détail, l'IA a été développée sur 3 couches d'intelligence artificielle. Il y a 3 strates qui travaillent main dans la main pour générer une intelligence artificielle surdéveloppée. Surdéveloppée, ça fait rigoler avec l'IA d'aujourd'hui et ChatGPT, mais pour l'époque, dans le jeu,
en tout cas pour un jeu. Et on va donner notre ressenti et le détail après. Vous verrez que c'est relativement ahurissant ce qu'ils ont réussi à faire et à réfléchir là-dessus. Sachant que, et je vais vous donner juste une piste, et après on parlera du jeu plus en détail avec HKR, puisque je parle beaucoup, mais le joueur influence directement par ses actions le comportement de l'alien. C'est pas l'alien qui influence le joueur, c'est le joueur qui va influencer l'alien. Et ça, c'est super important pour l'IA et pour comprendre ce qui va se passer. Donc, par rapport au développement, je vais plutôt revenir après sur le jeu et les anecdotes de développement. Je vais pas aller plus loin dans les spoils. Donc, juste avant d'attaquer le jeu, je reviens juste sur un peu la chronologie, parce que là, je suis allé très très vite. Mais 2006, Sega acquiert la licence. Il y a une grosse période de flottement. Donc, en 2011 sort la démo technique de Creative Assembly. Et donc, ils vont sortir le jeu en 2014, ce qui veut dire qu'ils ont eu techniquement 3 ans et demi, grosso modo, pour sortir le jeu dont on va parler. Et vous verrez que là, vraiment, c'est chapeau bas. Claire. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le développement du jeu HKR? Parce que j'ai beaucoup parlé. Non, mais écoute, je te rejoins. Moi, c'est les deux éléments qu'on voit qui ressortent vraiment là-dessus. C'est, tu sens que les gars, ils ont vraiment bossé sur le sujet de la cohérence artistique avec les films, quoi. C'est-à-dire que ils ont eu de la matière, ils étaient fans du film et ils se sont dit vraiment, faut qu'on arrive à faire un jeu qui donne l'impression d'être dans le Nostromo, mais avec sa propre entité et enfin sa propre identité. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver après quand on parlera plus du jeu. Mais t'as vraiment ce côté science-fiction futuriste des années 80 avec une esthétique très analogique, et c'est très drôle parce qu'il le pousse en faisant des textures granuleuses, en mettant des glitches, enfin ouais. C'est vraiment l'aide d'apport à ce premier film, quoi. Et puis tu sens que l'alien il est à la base du jeu, il a été vendu, le jeu a été vendu autour de l'alien, et voilà, le jeu est construit autour, donc faut l'aborder en ayant déjà ces éléments en tête. Et rien que là, on voit déjà la différence avec les jeux qu'on a pu voir précédemment, où certes, tu pouvais avoir, ils essayaient de respecter la licence Alien, mais sans forcément aller à ce niveau-là, et jamais l'Alien avait autant été mis en avant. Et finalement, quand tu regardes un film Alien, quand tu joues à un Alien, et c'est d'ailleurs un petit peu la critique que je fais à la série Alien Earth que je suis en train de regarder et qui est pas finie, si t'as pas l'Alien au centre du truc, ça a pas la même serveur, quoi. Ouais, ça marche pas. Ouais. Voilà. Donc voilà, un développement qui était prometteur et qui faisait envie jusqu'au moment de sa sortie, où on a enfin pu découvrir le bébé. C'est ça. Et voilà, comme dit, ils avaient vraiment en tête le fait de livrer aux joueurs le jeu Alien que les joueurs n'avaient jamais eu, mais dont le jeu qu'ils méritaient en fait. Donc ils partent avec ça comme défi, mais qu'est-ce qu'ils ont réussi à livrer ? Eh ben, c'est tout de suite, après ce jingle, moins fort que d'habitude parce que l'alien nous guette. Donc, par rapport au jeu en lui-même, écoutez, je vais te laisser peut-être raconter le pitch. Ouais, on va faire un petit synopsis rapide. Le jeu, il faut savoir qu'aujourd'hui, pour beaucoup, c'est le vrai Alien 2. Dans le sens où il a été vraiment construit pour être la continuité du premier film. Il se passe donc en 2137, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est 15 ans après le film. Et Amanda Ripley, qui est donc la fille d'Ellen Ripley, donc l'héroïne du premier film, suit, on va dire, les traces de sa mère en étant... camionneuse de l'espace, hein, on va dire que c'est ça, grossièrement. Tout en se posant des questions sur la disparition de sa mère. Et au fil de ses pérégrinations, elle apprend que la boîte noire du Nostromo, donc le dernier vaisseau sur lequel sa mère a œuvré, a été retrouvée et se trouve actuellement sur la station Sébastopol. Donc, station commerciale, donc une station de commerce intergalactique, Sébastopol. Voilà. Du coup, voulant en savoir un peu plus, elle se décide à se rendre sur place. Et lorsqu'elle va arriver donc à Sébastopol, elle va pas trouver ce à quoi elle s'attendait. C'est-à-dire que si vous avez joué à Mass Effect, la Citadelle, c'est pas exactement la même chose. Là, on est plus sur un complexe à moitié en ruine, avec des pannes, c'est le chaos, il y a tout qui déconne, on voit pas beaucoup d'êtres humains finalement.
Et puis c'est là que finalement tout va commencer à partir en couille. J'ai pas envie de vous spoiler parce que l'histoire est quand même plutôt bien écrite. Ouais, très C'est bien, pas ouais. une histoire avec des twists et des gros rebondissements, mais c'est une vraie progression et c'est cool. Donc je vous invite plutôt à la découvrir de vous-même. Mais en gros, le principe du jeu, ça va être bien évidemment de survivre et d'essayer d'apprendre justement ce qui est arrivé à la station et surtout ce qui est arrivé à la mère d'Amanda. Donc Hélène Ripley. Et en fait, le petit parallèle, finalement, en fait, quand on arrive sur cette station, déjà, on y arrive de façon totalement magistrale, puisqu'en fait, c'est très cinématographique. Mais on prend part à cette cinématique, c'est-à-dire que c'est une cinématique à la première personne, toujours à la première personne. Donc, vous vivez ce que vit la fille Ripley, en fait, au moment où elle embarque dans la station. Jamais vous sortez de son corps. Vous vivez tous les événements à travers ses yeux. Il y a un petit côté Half-Life, justement, je trouve, dans la façon dont le début se met en place, où finalement tu incarnes ton personnage là, et t'as cette gradation dans le chaos. Parce qu'on va avoir différents arcs où il va y avoir vraiment l'arrivée où finalement il se passe pas grand chose, mais c'est vraiment découvrir l'univers, découvrir l'ambiance. Puis ça va commencer à être le bordel, puis après ça va être vraiment le bordel, puis il va y avoir la hyène, puis il va y avoir les fuites, puis il va y avoir, enfin, c'est vraiment dans la progression et comme on est dedans, c'est très cinématographique et on se laisse emporter, quoi. C'est exactement ça. En fait, le début, ça m'a fait beaucoup penser à BioShock où on arrive. Moi aussi. Puis on se rend compte que merde, il y a plus rien qui marche. C'est bizarre, tout est retourné à l'envers. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Et on apprend avec le personnage, on découvre en même temps que le personnage en fait tout ce qui se passe et on découvre au fur et à mesure de l'aventure pourquoi on en est arrivé là surtout. Et ce côté-là est bien développé dans le jeu. Ici, donc, on va commencer par les bases. Le jeu il est sorti sur PlayStation 3, Xbox 360. Donc ça, c'était la première fois qu'il sortait en octobre 2014. Il est sorti ensuite en réédition sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, et il est aussi disponible sur iPhone, iPad et Android. Donc si vous possédez une console Aya Neo, Ain, je suis pas sûr que du coup certaines la rétroïde le fassent tourner vraiment, à voir, mais en gros moi je peux y jouer sur ma Ain Odin 2. C'est pas pour placer que j'ai une Odin 2, mais c'est pour dire que ça tourne. Malheureusement, à 30 FPS, malgré que vous ayez un Snapdragon Gen 2, 8 Gen 2, c'est décapable en rentrant dans les fichiers du jeu, en bidouillant certains fichiers de configuration, vous pouvez le remettre à 60. C'est dommage qu'il est capé à 30. En tout cas, le jeu, en tout cas sur iPhone, Android haut de gamme, est super beau, on dirait le jeu PC, c'est simple. J'allais te demander sur quelle version t'as fait, donc t'as fait celle-là? Alors non, j'ai fait PC. Ensuite, je l'ai refait sur PC. Je l'ai refait une troisième fois sur PC. Et je l'ai fait sur Odin 2, streamé de mon PC. D'accord. Pour avoir le 60. Moi, je l'ai fait la première fois sur PS3. Enfin, les deux premières fois sur PS3. Et là, quand je l'ai refait, j'ai fait la version Steam avec les DLC. Et du coup, t'as vu une différence graphique? T'as retesté un peu la version PS3 pour voir si t'avais une downgrade graphique de la PS3? Oui, la version PS3 reste moins belle, mais elle s'en tire très très bien. Elle reste, c'est un très beau jeu quand même pour une PS3, ouais. Là aujourd'hui, la version PC et autres, elle est plus fine, elle est plus jolie, mais ça reste des jeux. Encore une fois, c'est tellement le travail de lumière, d'ambiance, etc. que on n'est pas sur un jeu avec des grands paysages ouverts où il va falloir que tu vois super loin, etc. Donc ça marche toujours bien, quoi. Oui, c'est vrai, comme c'est un environnement très fermé, c'est plus facile de le faire sur des plus petites consoles, des belles prouesses, quoi. Maintenant qu'on a fait cette petite introduction, on va pouvoir parler un peu plus du jeu en lui-même et se concentrer un peu sur le gameplay. Où on est, comme tu l'as dit, on incarne Amanda Ripley en vue à la première personne. Donc un point qui est quand même vachement important pour le côté immersif et le côté peur. On va retrouver, on va dire, un fonctionnement un peu classique de FPS à une grosse nuance près, c'est que l'utilisation des armes est beaucoup plus anecdotique dans ce jeu que dans les autres FPS, puisqu'on comprendra assez vite que déjà l'alien est insensible à la majorité des armes, que les autres ennemis, certes, ils sont sensibles, mais que t'as vraiment pas intérêt à faire du bruit, et t'as plutôt tendance à te promener avec un lance-flamme au cas où.
Oui, c'est ça. En fait, la plupart des ennemis vous demanderont soit vous pourrez pas le buter, l'alien, soit vous aurez d'autres ennemis qui vous demanderont souvent 2 à 3 balles, sachant que généralement vous vous baladerez pas plus qu'avec 12 balles dans votre chargeur. C'est 12 balles sur vous, voire même 18 quand vous avez bien stuffé le truc. Mais s'il vous faut 3 balles, sachant que, on va en parler, mais quand on tire, c'est pas forcément la meilleure solution pour survivre. Du coup, vous l'aurez compris, on est plus sur un FPS d'évitement. Et un peu plus stratégique qu'un FPS bourrin comme on l'a connu, surtout pas un FPS bourrin en fait. Non, surtout pas. Si on l'aborde comme ça, courir, tirer, on vit pas longtemps en général. C'est clair, c'est pas la bonne truc. Alors petite anecdote là-dessus d'ailleurs, on peut parler de ça. À la base, le jeu était en 3e personne. Le jeu a été développé intégralement, pendant très très longtemps, en mode 3e personne. Tout simplement parce que à cette époque-là, il y avait Amnesia. C'était la mode à l'époque. Voilà, c'était la mode à l'époque. Alors non, c'était la mode l'inverse. Le FPS était la mode avec Outlast, Amnesia. Ouais. Si vous en souvenez bien, Pity, donc Silent Hill de Hideo Kojima, c'était aussi des FPS. Donc eux, ils se sont dit, en fait, non, on n'a pas envie de se noyer dans cette masse de choses. On va se diversifier, on va faire un TPS horrifique. Donc ils ont eu des footages très 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 longtemps, très très loin. Ils avaient tout développé, tout le HUD fait pour, les mécaniques, les caméras, tout ça. Et en fait, pour l'anecdote, il y a un mec un ou plusieurs mecs dans le développement. Un soir, ils se sont dit, putain, viens, on fait un truc rigolo. Et ça rejoint un peu le dernier podcast. Viens, on hack le jeu pour changer la caméra et faire un mode de notre propre jeu en développement. On fait un mode à la première personne. Et en fait, quand ils ont présenté ça à l'équipe, l'équipe a dit non mais en fait merde, en fait on a développé le mauvais jeu pendant trop longtemps. Et le problème c'est que quand ils en sont arrivés là, il suffisait pas juste de le faire, parce qu'il fallait reconvaincre la Warner, tout le studio, Sega. Il fallait convaincre la Warner et Sega qu'il fallait complètement changer de paradigme alors pas changer tout le jeu, mais changer complètement la manière dont le jeu était construit, sachant que, en plus, les cons, quand le jeu a été annoncé, il a été annoncé comme un jeu à 3e personne. Donc tout le monde attendait un TPS Alien. Et en fait, ils ont retourné le truc et ils se sont retrouvés à faire du FPS, mais les HUD n'étaient pas adaptés. Les actions contextuelles n'étaient pas du tout adaptées, parce qu'en fait, c'était affiché comme un 3e personne, donc ça marchait pas. Donc ils ont dû tout rechanger à ce moment-là. Après, je pense qu'ils ont fait le bon choix. Ah, 100%. Ils ont dit c'était le jour et la nuit en fait. Pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé avant à tester en fait, avant de dire que c'était un TPS. Donc c'est ça qui est relativement amusant. Donc je te laisse continuer sur. Écoute, du coup là, pour ceux qui n'y ont absolument pas joué, imaginez-vous donc en vue FPS en train de vous balader dans une station qui reprend tous les codes du Nostromo. Donc c'est cette SF complètement analogique des années 80. Avec des jeux de lumière magnifiques et où l'objectif est d'avancer en étant le plus discret possible, puisque même sans avoir vu l'alien, on est assez rapidement confronté à différents dangers dont on parlera un peu plus tard, plus loin. Qui dit alien dit bien évidemment le détecteur de mouvement avec son fameux bip qui est culte, qui est merveilleusement bien utilisé dans le jeu, puisque c'est quelque chose qu'on doit utiliser pour repérer l'alien, sauf que dans le même temps, l'alien nous repère avec le bip. Donc il y a tout le côté stratégique de se dire est-ce que je le sors, est-ce que je le sors pas. Si je le sors et qu'il était dans la pièce d'à côté, en fait je vais me faire défoncer parce qu'il va entendre le bip. Donc pas tout à fait, mais on prend des risques. Il faut aimer le goût du risque. Exactement. On va retrouver ces fameux ordinateurs rétro-futuristes sur lesquels on va retrouver des informations. On va avoir des petites phases de hack où il va falloir faire coïncider, reproduire des motifs en fait, qui contribuent bien à l'immersion. Au niveau du gameplay, on peut faire du crafting. C'est pas... c'est mineur. Voilà, pour ceux qui aiment pas ça, moi j'aime pas ça. Ça va. C'est pas très utile, mais on peut faire des bombes plus fumigènes, des choses qui font du bruit, des mines. C'est pas indispensable, mais c'est un petit truc qui permet d'apporter un peu de variété si on veut y aller. Et c'est quand même un jeu qui est très linéaire.
cherchez pas un jeu en mode ouvert, on va faire quand même pas mal d'allers-retours. On est dans des zones qui sont semi-ouvertes, qui vont nous permettre justement, nous, de prendre un petit peu le chemin qu'on veut essayer d'éviter. Mais encore une fois, on est dans un vaisseau spatial, on suit des couloirs et on évolue au milieu de ces couloirs, quoi. Alors c'est marrant parce que toi tu me parles de semi-ouvert et là c'est plus une discussion ouverte entre nous, mais en fait moi j'ai fait le jeu 4 fois et bizarrement je crois avoir emprunté toujours la même route et à la fin du coup quand j'ai fait ce 4e run je me suis dit en fait le monde ouvert n'est qu'une illusion, on est obligé de passer par les chemins dont tu nous dis parce qu'en fait tout le reste il le bloque d'une manière ou d'une autre de façon détournée. En fait tu dois avoir et quand même on a l'impression. Ouais, je pense que tu as l'impression et tu dois avoir quelques petites variantes légères où typiquement tu vois, on va se dire on avance dans le couloir, il y a une salle à droite, une salle à gauche et ces salles ont des portes qui ressortent plus loin, qui reviennent sur le couloir. Donc tu peux Ah oui, d'accord. Parce que moi, je parlais, genre, quand on est dans les stations de transport, on peut dévier totalement de la route qu'on nous donne pour aller dans une zone qu'on a déjà visitée ou totalement une autre zone, mais je crois que ça sert à rien. Ça sert à rien, ouais, c'est ça. Donc, voilà, donc c'est de l'illusion du monde ouvert. On peut aller dans d'autres endroits, mais ça ne sert à rien. Voilà. Donc en fait... au niveau de notre arsenal, il va être très faible, puisque on va retrouver donc le revolver, comme tu disais, tu as évoqué, où on a assez peu de munitions. Et puis c'est un lance-patate. Hein. Ouais, c'est ça. On va avoir un fusil à pompe, si je dis pas de bêtises, il me semble, mais alors qu'on utilise à peu près jamais, en tout cas qui est plus puissant. Tu vois, j'ai tellement peu de souvenirs. On s'en sert tellement peu, c'est ça, j'allais dire. On a une arme un peu plus puissante que le revolver de mémoire, mais on s'en sert peu parce qu'encore une fois, beaucoup plus bruyante et les munitions, s'il y en a, c'est au compte-gouttes. Et surtout, le sacro-saint lance-flamme qui est finalement le plus efficace dans le sens où celui-ci permet de repousser l'alien, pas de le tuer, mais temporairement, bien sûr. Voilà, bon coup de flamme dans la gueule, ça le fait fuir. Comme je disais, l'alien, ça va pas être le seul ennemi, puisqu'on va aussi avoir... on va retrouver quelques humains qui, comme souvent dans des situations de crise, la nature humaine étant ce qu'elle est, vont pas forcément vous faire confiance et vont pas hésiter à vous tirer dessus dans certaines situations. Et on va retrouver le traditionnel deuxième méchant d'Alien, qui est le bras armé de la corporation, les androïdes, donc les Working Jaws, dont on parlera un peu plus tard. Mais ceux-ci, effectivement, peuvent être abattus avec des armes classiques. Donc c'est pour ça effectivement qu'on a des armes classiques, parce qu'avant Ashgar elle a parlé de mines, mais ce sont pas des mines, ce sont des mines IEM, pardon, excusez-moi, IEM, c'est ça. Ouais. Oui, c'est des mines IEM, excuse-moi. En fait, qui sont là pour neutraliser les Working Jaws. Et en fait, on a à peu près un petit set d'armes pour chaque type. Donc les armes à feu pour les humains et pour les Working Jaws, certains gadgets que pour les Working Jaws, certains gadgets que pour l'alien. Et du coup, on doit alterner avec ces gadgets, en fonction en créer un ou l'autre selon la situation dans laquelle on se trouve. Sachant que les ressources, pour moi en tout cas en mode normal, étaient relativement disponibles facilement. On finit souvent avec l'inventaire plein. Hein. Franchement, c'est pas ça l'important. Non. Parce que malgré tous ces gadgets, ça n'enlève pas l'essence du jeu qui ne vous fera pas de cadeau. Et je pense que là, il est temps du coup de parler un peu plus du xénomorphe et je vais te laisser la main pour parler de l'intelligence artificielle. Entre autres. Alors le xénomorphe. Donc je vous ai dit, quand on a parlé du développement, que le xénomorphe était la partie vraiment centrale du jeu, puisque ici ils ont voulu créer un xénomorphe qui donc était influencé par le choix du joueur. Donc je vous ai parlé de 3 couches d'IA. Ces 3 couches d'IA vont interagir entre elles de façon descendante. On a 3 couches qui s'appellent la couche haute, la Mother IA, donc l'IA mère ou matriarche. On a la couche médiane, médium, qu'ils ont appelé l'awareness IA, c'est-à-dire awareness, ça veut dire en gros la prise de conscience, la conscience, ouais. La prise de conscience, la conscience. Et on a la behavior IA qui est la couche basse. Et en fait, la Mother IA va donner des instructions à l'awareness IA qui va donner des instructions à la behavior IA. Et en fait, vous allez comprendre pourquoi et je vais vous synthétiser ça à la fin. Donc, la Mother IA, c'est l'intelligence la plus haute, c'est-à-dire qu'elle sert à gérer, littéralement, jouer avec vos nerfs. Elle gère la tension du joueur.
comment c'est possible. En fait, c'est un genre de maître du jeu qui va être totalement invisible et qui va mesurer votre niveau de stress. Comment elle va mesurer ça ? Elle aura accès à certains éléments de vos inputs, comme le temps que vous passez accroupi, sachant qu'accroupi, vous faites moins de bruit, donc ça veut dire que vous voulez être beaucoup plus discret. Elle va analyser tous les bruits que vous faites. Donc si vous marchez, vous vous retournez, ça fait un peu plus de bruit, vous sprintez pendant une faible durée, une plus longue durée. Et là, c'est là où ça devient super traître, c'est qu'en fait, elle va mesurer la tension. Et si la tension est trop basse depuis trop longtemps, elle va donner l'instruction à ce que cette tension remonte à travers l'awareness et la behavior IA. Donc en fait, elle va décider quand l'alien va devenir plus agressif ou va se calmer. C'est-à-dire que quand votre niveau de stress est trop haut, elle va chercher à le diminuer pour pas vous mettre trop de pression. Donc pour vous laisser retomber. Et une fois que vous êtes retombé, elle va la faire remonter. Ouais, elle laisse pas retomber bien bas en général. Hein. Non, elle laisse pas retomber bien bas. On est dans un niveau de retombée. Tu souffles un peu, tu desserres les fesses un petit instant. C'est ça. Tu dis, j'ai 1 minute, pas plus, pour faire ce que je voulais faire avant qu'ils viennent me chercher, tu vois. C'est vraiment... voilà. Et donc du coup, soit on va avoir donc des phases... Déjà, l'IA Mother n'a pas accès à votre position exacte. Donc c'est un maître du jeu qui n'a pas toutes les clés, sinon ça serait vraiment truqué. L'IA ne triche jamais. Enfin, un peu. Elle triche un peu, on va en parler plus tard, mais elle triche globalement pas. Donc l'IA n'a jamais accès à votre position exacte, mais elle a plutôt accès à votre zone. C'est-à-dire sur une zone de 3-4 pièces, elle sait que vous êtes dans ces 3-4 pièces. Mais l'alien ne saura jamais que vous êtes à 107 pièces précisément. Jamais il la donne. Donc, à travers tout ça, l'IA va décider si l'alien va avoir une phase de recherche lente. Donc, il va marcher pas paisiblement, enfin si, paisiblement. Ouais. Il va marcher tranquillement. Ou alors, vous allez le voir, il va s'exciter un peu plus. Donc, il va marcher plus vite. Ou alors, il va avoir une phase de chasse brutale. Ça peut arriver. Donc, quand vous êtes trop en repos, il va vraiment sortir d'un conduit. Donc, globalement, on l'a pas dit, mais l'alien sort des conduits d'aération du plafond. Et là, il va avoir une chasse brutale, c'est-à-dire qu'il va tomber brutalement et courir dans une zone, alors qu'il ne vous a pas détecté, mais il va courir. C'est-à-dire qu'il va se dire, là j'ai entendu un truc, et bam, il va y arriver. En gros, il est en mode vénère. Donc c'est l'après. Il est en mode vénère, mais vous savez pas trop pourquoi. Parce que, en fait, ça fait trop longtemps que vous êtes au repos. Si vous squattez sous un banc ou quelque part, en fait, il va de plus en plus vous chercher de façon agressive, jusqu'à un point où il va se rapprocher de vous de façon très poussive et il va commencer à regarder sous les bureaux, commencer à regarder dans les casiers, machin. Il va vraiment devenir beaucoup plus agressif jusqu'à vous trouver. En fait, si vous restez à un endroit fixe, il va finir par vous trouver parce qu'il va tellement être vénère qu'il va vous trouver. Et puis, donc vous êtes forcé de jouer. Ce que j'avais vu, c'est qu'aussi il apprenait un peu sur ton comportement de joueur, c'est-à-dire qu'effectivement, si tu as tendance à toujours te planquer dans les casiers, et bien lui le maître du jeu va lui donner cette info, il va beaucoup plus facilement aller chercher dans les casiers, quoi. Ouais. Donc voilà, il triche pas, mais il oriente le jeu pour plus de plaisir, si on peut dire ça comme ça. Pour te pousser à chercher d'autres stratégies, en fait. Oui, en fait, le but principal de cette IA, ils sont partis d'un postulat hyper simple. C'est, on ne veut pas que le joueur puisse connaître le comportement de l'alien. Jamais il doit pouvoir être prédictible. C'était l'instruction qu'ils avaient, l'instruction maîtresse pendant tout le développement, c'est on ne veut pas que le joueur puisse se dire « j'ai pété le game, je sais comment l'alien réagit ». Parce que l'alien ne réagit jamais pareil. Et vous allez voir, j'ai des anecdotes, l'alien ne réagira jamais pareil. C'est un truc de fêlé, ce qu'ils ont fait. C'est pour ça que ce jeu est on l'a pas dit, mais ce jeu est une pépite. Ouais. Mais voilà. Donc ce maître du jeu, il va donner des zones, il va donner un peu une directive. Il va surtout donner des ordres à l'Awareness IA. L'Awareness IA, c'est les sens de l'alien. Et l'alien, là, ça va agir sur le champ de vision réel, sachant qu'il ne peut pas voir à travers les murs, donc il ne triche pas. C'est le champ de vision réel de l'alien. L'audition réelle de l'alien, c'est-à-dire que est-ce que vous marchez, est-ce que vous courez. Si vous vous accroupissez, normalement, il vous entend pas trop. Il vous entend pas vraiment d'ailleurs. Mais si vous marchez même simplement, il vous entend. Où il peut avoir un indice quand il est dans des pièces à côté. Si vous courez, c'est mort. Il vous spot direct, ça c'est sûr. Si vous renversez des objets sur la table, donc vous passez trop près d'une table, vous renversez un truc, ça fait du bruit, ça donne des indices à l'IA, c'est-à-dire que l'alien va peut-être se retourner dans une zone hors champ, attendre, regarder s'il entend notre bruit,
et continuer son chemin si vous êtes discret, ou alors se rapprocher de la zone si vous n'êtes pas discret. C'est-à-dire si vous marchez. Globalement, si vous renversez d'autres objets. Ça, c'est assez hallucinant, mais l'IA a accès aux odeurs que ressent l'alien. C'est-à-dire qu'ils ont créé un moteur où l'alien ressent les odeurs. C'est-à-dire, il peut sentir, si vous êtes resté trop dans une zone, l'alien sent l'odeur de Ripley. Ouais, et il saura qu'elle est passée par là. Et comme elle passe, on va passer 6 heures ou même plus à se chier dessus, à la fin, il doit la sentir de loin. Hein. C'est clair. Donc, tout ça va permettre à l'alien de créer des points d'intérêt. L'IA va créer des points d'intérêt. Donc, c'est-à-dire, en gros, là, maintenant, je sais qu'il se cache plus dans tel endroit. Dans cette zone, il va se cacher plus dans tel endroit. Donc, il va commencer à faire des allers-retours plus dans une zone. Ou alors, il va commencer à spotter votre comportement, comme dit. Des bruits de casier. Il va commencer à se fouiller dans des zones où il y a des casiers, machin. Sachant que cette IA ne triche pas, comme je vous l'ai dit. Donc, il n'a pas connaissance de la position exacte. Mais, comme dit, il accumule les indices, les pistes, les micro-soupçons. Tous les petits trucs comme ça qui lui dit, attends, la dernière fois j'ai eu un bruit dans ce couloir, donc je vais plus squatter dans ce couloir. Je vais chercher dans ce couloir des allers-retours pour regarder sous les trucs, machin. Donc il convertit ça en point d'intérêt. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que quand vous jouez au jeu, vous pouvez spotter que l'alien, des fois, il est hésitant. C'est-à-dire qu'il va marcher, s'arrêter, regarder en arrière, regarder à gauche, à droite, remarcher un petit peu, faire demi-tour. Parce qu'il va se dire, tiens, en fait, c'est ça qui fait que il se déplace de manière inquisitrice. C'est ça qui fait que il est imprédictible. Parce qu'en fait, imprévisible. C'est un jeu de cache-cache et l'alien est hyper crédible comme quelqu'un qui te cherche. C'est-à-dire que tu le vois, comme tu disais, il avance, il regarde, il va faire demi-tour, il se dit tiens, il y a un bureau, je vais aller voir sous le bureau. Il est hyper crédible là-dedans, quoi. C'est ça. Et donc, tous ces micro-indices, toute cette moseria qui se déverse dans l'awareness IA va donner des instructions, ou plutôt des espèces de commandements à la behavior. Et en fait, plus vous allez jouer au con, ou plus il va vous détecter, ou moins il va vous détecter, plus vous allez avoir les animations de l'alien qui vont changer, sachant qu'elles sont multiples. Les trajectoires de ses pas, c'est-à-dire qu'il va plus couper les virages, ou plus être large, ou plus être un peu hésitant, gauche-droite. Il va adapter ses attaques. Donc globalement, ça c'est minime, c'est-à-dire que il peut vous tuer de plusieurs façons. Il peut vous tuer sous un bureau, il peut vous transpercer, il peut vous choper de face, il peut vous choper d'en haut. Donc il va adapter un peu. Des fois, en fait, ce qui est rigolo, c'est que si vous êtes trop con, un peu comme moi ce que je faisais quand je m'étais fait spotter et genre je voulais rusher une zone que j'avais déjà visitée. En fait, vous faites encore plus savoir parce qu'en fait le mec il vous attend en haut, et il sait que vous êtes là et en fait il vous chope. Il fait tu veux tricher mon gars, tiens, tac. Et en fait c'est ça qui est rigolo. Et ça va jouer aussi sur le fait qu'il va explorer plus de pièces que d'autres. Il va alterner entre courir, marcher, grimper, se jeter au plafond de façon un peu plus fréquente ou moins fréquente selon ce que vous faites en fait. Donc voilà. L'alien a plusieurs états, c'est-à-dire qu'en fait, il peut être en patrouille, normal, vous n'êtes pas détecté. Il peut être en recherche, c'est-à-dire qu'il a entendu un indice, il a entendu que vous avez laissé un indice et il va vous rechercher dans une zone. Il peut être en chasse, c'est-à-dire qu'il vous a vu, mais vous avez réussi à vous planquer. À partir de ce moment-là, il passe en mode chasse, et là, croyez-moi, c'est beaucoup plus dur pour se sortir des beaux draps parce qu'il sait que vous êtes là. Donc, il va vraiment vous chercher, vraiment. Et après, il peut passer en état de chasse directe, c'est-à-dire qu'en gros, là, il vous a vu, vous avez aucun échappatoire, et là, c'est là où il s'amuse le plus, à vous foutre les chocottes, quoi. Et il y a des choses qui sont plus rares dans les états. Il peut être ce qu'on appelle en mode stalk, c'est-à-dire qu'il vous a capté, mais vous ne le savez pas. Et en fait, il s'approche discrètement de vous, et vous surprend d'une manière complètement bâtarde, c'est-à-dire qu'il joue avec vos nerfs, mais il vous a vu. Donc si vous êtes de dos à lui, des fois, il va s'approcher lentement, mais avec des grands pas. Et du coup, il se rapproche de vous et là, il va vous niaquer. Surprise, motherfucker. Ouais, c'est ça. En fait, souvent, vous êtes de dos, vous marchez, vous dites, il regarde dans un sens opposé. Du coup, je marche dans le couloir. D'un coup, vous allez entendre genre des ta, ta, ta. Et là, d'un coup, ta, 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 ta. Ouais, et en fait, il va vraiment jouer avec vos nerfs. Et encore plus rare, mais ça, c'est plus par rapport au niveau de tension qui est renvoyé par la moseria, il va se mettre en position de retraite et il va fuir. Mais ça, c'est beaucoup plus rare. Donc, pour vous résumer un peu ça, et pour terminer sur cette IA, finalement, l'IA Moser envoie des zones générales à visiter, qui sont données à l'awareness, qui va, lui, à travers ces zones générales, chercher des indices sensoriels, et qui va donner ensuite des instructions détaillées
au behavior IA, donc à l'IA la plus basse, qui va adapter le visuel qu'on voit de l'alien et ce qu'on ressent de l'alien à travers son comportement. Donc en fait, vous avez un comportement qui est totalement changeant selon votre manière de jouer. Et surtout, en fonction de... Vous recommencez plusieurs fois le jeu, vous n'aurez jamais la même expérience. Vous recommencez plusieurs fois une même zone, vous n'aurez jamais le même dénouement. Jamais. Ouais. C'est ça qui fait que c'est imprévisible, réactif, intelligent, sadique, tout ce que vous voulez, quoi. Ce qu'il faut vraiment avoir, c'est que l'alien, il te crée une tension permanente et t'as peur comme dans le film, ils ont peur de l'alien, quoi. C'est vraiment, t'es toujours en tension, t'es toujours en train d'essayer d'éviter, de survivre. En plus, ils ont été très malins parce que dans la façon dont le jeu est fait, ils te rajoutent de la tension un peu partout. C'est-à-dire que, typiquement, quand dans n'importe quel jeu, quand on va ouvrir une porte verrouillée, on va appuyer sur un bouton, la porte elle va s'ouvrir. Là ils vont te faire une manipulation, la porte elle va prendre 3 plombes à s'ouvrir. Et putain, ouais. Quand t'as l'alien dans la zone, t'es là, putain, dépêche. En fait, ils vont surtout jouer là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait on a un espèce de synthétiseur qui vont permettre de pirater des portes ou des mécanismes. Et souvent vous allez avoir une zone d'alien avec, alors ça c'est un peu les choses qui se répéteront dans le jeu, des mécaniques un peu répétitives, mais c'est camouflé à travers des mélanges d'ennemis en fait dans chaque zone, des mélanges d'événements. Et du coup, ça, vous le verrez pas trop, mais globalement, on a 3 types de zones, de sortie de zone, c'est-à-dire soit le piratage d'un terminal à travers le synthétiseur, qui est pour moi presque la façon la plus facile de sortir. Et on a les 2 choses qui sont les plus traîtres. C'est dessouder un panneau de sécurité d'une porte. Ah putain, oui, c'est long ça. Donc ça c'est petite taille, donc vous faites le tour du cache avec votre soudeur, donc ça prend un tout petit peu de temps quand même, et vous faites du bruit. Alors ce bruit-là, j'ai pas l'impression l'alien y réagit parce que il m'a jamais couru après quand je l'utilisais, donc c'est un peu un faux semblant. Et par contre, vous avez le stade 3 qui consiste à ouvrir un grand panneau qui prend du temps à s'ouvrir et que vous pouvez pas arrêter en plein milieu, sinon ça annule. Donc en fait, là vous mettez, je dis pas de conneries, vous pouvez mettre 15 à 20 secondes pour le découper, alors que l'alien il squatte dans la zone. Donc ça c'est vraiment les moments les plus tendus. L'alien ou un autre ennemi dont on va parler après, qui squatte dans la zone. Ouais, parce qu'on l'a pas dit, mais dans ce jeu, attendez-vous à mourir encore et encore, hein, parce que le jeu est très dur. Il y a une part de hasard, hein, il faut pas se le cacher, avec l'IA justement qui ne triche pas. Parfois, on va débarquer dans la zone et en fait, pas de bol, l'alien il est juste dans le conduit au-dessus. Au moment où tu passes, tu te fais défoncer, t'as rien compris, game over. C'est ça. Donc voilà, des fois, c'est un peu injuste, mais encore une fois, les zones sont relativement courtes. Ça fait partie du jeu. Et voilà, c'est vraiment un die and retry. Et un autre point qui est très cool, c'est justement la sauvegarde qui se fait. Alors, si je te dis pas de bêtises, il y a certains points de sauvegarde automatique à certains endroits. Il me semble qu'il y en a quelques-uns, mais je suis même pas sûr. Peut-être en changeant de zone. Si, il y en a sur. C'est surtout, alors c'est déjà en changeant de zone et surtout vers la fin du jeu où pour justifier le scénario, enfin pour accompagner le scénario, il y a des saves automatiques parce qu'il y a des zones où il y a vraiment pas de sauvegarde à la fin du jeu. Tu peux pas t'arrêter, c'est ça. Mais sinon, la majorité du temps, pour aller sauvegarder, en fait, il faut que tu ailles sur un ordinateur de sauvegarde. Là encore, c'est une opération qui prend du temps et c'est surtout, tu ne peux pas faire cette intervention de sauvegarde si tu es spoté par l'alien. Donc, ça ne sert à rien de rusher vers le point de sauvegarde en disant « Oh putain, il est derrière moi, je vais sauvegarder » parce que tu vas arriver, il va te dire « Sauvegarde impossible » et tu vas te faire défoncer. Et même au-delà de ça, en fait, quand tu es spoté, tu ne peux pas. Par contre, quand l'alien rôde et que tu veux sauvegarder, tu peux. Et en fait, quand tu mets la carte dans le terminal, il y a un compteur qui fait 3, 2, 1, sauvegarde. Et en fait, pendant tout ce temps-là, vous pouvez vous faire défoncer la gueule. Et encore pire que ça, si vous sauvegardez et que l'alien vous spot juste après, en fait, quand vous allez charger la partie, vous allez charger la partie alors que l'alien vous a spoté. Donc, oubliez les safe rooms à la Resident Evil. Là, les points de sauvegarde, vous êtes en danger de la même façon que le reste du jeu, quoi. Tension permanente. Une vraie réussite là-dessus. Ils ont été un peu sadiques d'ailleurs, mais bon. On aime ça. C'est ça.
D'ailleurs, pour les points de sauvegarde, le jeu était pensé à la base pour être en mode checkpoint simple. Et en fait, les mecs, ils ont trouvé que c'était pas encore assez sympa. assez Et ils ont stressant. testé les modes ponctuels, sachant que quand vous c'est vraiment un jeu de sauvegarde manuel. Hein. C'est si vous sauvegardez pas, tant pis, vous retournez au dernier point de sauvegarde. C'est ça. Je me suis déjà fait avoir en zappant une sauvegarde et j'ai dû retaper une demi-heure de jeu. Hein. Et c'est super frustrant, mais ça vous rappelle ce petit côté old school des jeux d'époque. C'est ça. Après, la carte est relativement bien faite pour se repérer et pour retrouver justement les points de sauvegarde aussi. Donc, quand on est dans une zone où on est déjà passé, on sait où aller pour sauvegarder. Ils n'ont pas été trop sadiques non plus. Alors, avant de passer après l'alien, je voulais revenir encore sur certains comportements de l'IA qui sont assez surprenants parce que je vous ai dit, comme dit, c'était non prédictif. Et l'IA a des petits comportements rigolos parce que les développeurs se sont pas arrêtés à ces trois couches d'IA. Ils se sont dit, tiens, on va créer des comportements très spécifiques en fonction de certaines actions clés du joueur. Par exemple, ils se sont dit, tiens, aléatoirement, on va faire des choses, des petits coups de Trafalgar de l'alien. Donc des fois, il va ouvrir une pièce totalement au hasard. Donc en fait, il a l'ordre d'ouvrir une pièce au hasard. Il a l'ordre de se retourner sans aucune raison. Donc en fait, il va marcher tranquillement et puis tac, tu vas se retourner. Alors que pourtant, c'est pas dans son behavior, mais il va avoir une instruction aléatoire qui va dire maintenant tu te retournes. Donc en fait, t'es jamais à l'abri quand tu le vois partir, qu'il se retourne pas comme une paix, quoi, en mode tiens, surprise motherfucker, tu vois. Et il y a un comportement assez rigolo, c'est que l'alien peut bloquer volontairement la sortie de votre niveau. C'est assez rare, mais l'alien peut se mettre devant la porte de l'ascenseur ou de la porte de fin de zone et attendre. Et en fait, ça, c'est un comportement très très rare qui est utilisé dans un seul et unique cas. C'est si le joueur est trop rapide. Si le joueur rush vers la sortie trop rapidement et qu'il est jugé trop rapide, l'alien va se concentrer sur les sorties de niveau pour l'empêcher de sortir trop vite. Donc le pousser vers l'intérieur du niveau. C'est ça, c'est un jeu qui te challenge à chaque fois. C'est ça que je trouve cool, quoi. C'est que même si le pattern, est toujours un peu le même, où c'est échapper à l'alien et, comme on dit, sortir de la zone avec une des trois solutions que tu as évoquées, la façon de le faire, tu pourras pas reproduire les mêmes choses parce que lui, il va te pousser à faire différemment parce qu'il va te défoncer si tu reproduis ce que tu as déjà fait jusqu'à présent, quoi. C'est ça. Donc moi, ça m'est jamais arrivé, ça, personnellement, mais c'est des anecdotes de développement que j'ai trouvées sur l'IA. Donc voilà. Par rapport aux autres ennemis, du coup, tu les as évoqués. Les Walking Joes. Les androïdes de la Weyland Yutani, qui normalement sont là comme tous les androïdes, mais ça marche jamais dans les films, qui sont là pour assister les humains. Sauf que dans Alien, ils sont plus que pour assister les humains, ils sont là pour répondre aux directives de la compagnie. Et du coup, on va les retrouver comme dans beaucoup de films, avec un comportement très froid, déshumanisé et n'hésitant pas à sacrifier les humains pour répondre aux directives. Et je trouve que c'est des ennemis qui sont bienvenus et qui sont plutôt bien réussis parce que ça apporte un rythme différent de l'alien, parce que les androïdes, ils vont être beaucoup plus lents, ils vont être beaucoup plus sur une zone. On va les avoir en groupe par endroit. Eux, on a dit qu'on pouvait effectivement les abattre, s'en débarrasser. Donc ça change le rythme au milieu. Pardon. Ça change le rythme au milieu, tout en sachant que on peut très bien avoir des zones avec des androïdes et un alien. Exact. Et des humains. Et des humains. Bon, généralement, les humains, les humains sont tués instantanément ils sont tués par l'alien ou par le androïde, sachant que l'alien n'en a rien à foutre de l'androïde, puisque naturellement, ce n'est pas de la chair fraîche, ce n'est pas un corps biologiquement chaud. Donc, l'alien s'en fout complètement des androïdes. Mais ils sont à deux, ils peuvent être à deux dans la zone. Et moi, ce que j'ai trouvé, en fait, c'est rigolo parce que Alien Isolation, ce qui m'a fait surtout revenir au début dans le jeu, c'était pas forcément l'alien et l'IA de l'alien, c'était les androïdes. Ah ouais. Parce qu'en fait, les androïdes, ils ont ce truc froid qui me faisait vraiment peur, en fait. Parce que, bon, moi j'étais un petit adepte d'Outlast, j'adorais Outlast. Et dans Outlast, c'est un peu comme l'alien. Quand on te spot, on te court après. Alors l'alien, t'es mort. Mais Outlast, tu peux t'en sortir. Sauf que là, j'avais affaire à des ennemis qui étaient calmes. Les Walking Joe, ils sont calmes. C'est ça, ils marchent vite, mais ils marchent, ils te courent pas, ils marchent. C'est vraiment... Ils marchent. Ouais.
Et ils marchent et en fait le truc c'est leur comportement froid, tu vois. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Venez, je vais vous raccompagner à la sortie. Et en fait quand ils te chopent, ils te tuent en fait, littéralement. En fait c'est ce côté où êtes-vous, je vous cherche, ne vous cachez pas. Et en fait c'est vraiment le côté froid qui m'a attiré là-dessus sur ces ennemis. J'adore vraiment, je les adore vraiment. Ouais, non, c'est vraiment cool. Et puis, encore une fois, c'est hyper raccord avec l'univers. Ils ont été super bien utilisés, super bien exploités, et ça apporte une vraie variété. Puisque, comme je disais, en fait, on n'est pas sur la même tension. Là on est plus sur ces parties-là. Les androïdes, on sait où ils sont. On les repère, on les voit, et on est plus dans une stratégie d'évitement, de neutralisation, etc. Donc, même si tu es dans le même jeu, même si tu as les mêmes outils, ça te change ponctuellement vraiment le gameplay. Et ça fait une respiration bienvenue parce que, mine de rien, quand ça fait 30 minutes que t'es traqué par l'alien, que t'as pas arrêté de crever, ça te fait du bien de souffler un petit peu. C'est un jeu Alien qui est épuisant. Quand t'as fait une session, que t'as joué 1 heure, tu finis, mais t'es rincé, quoi. Ouais, mais même avec ça, ils s'amusent parce que déjà, quand vous êtes dans une zone où l'alien n'est pas là, l'alien n'est jamais vraiment pas là, parce qu'en fait, vous l'entendez dans les conduits. C'est ça. Donc, vous ne savez jamais vraiment s'il est là ou pas. Mais bon, vous le savez, parce que quand vous êtes un joueur aguerri, vous connaissez un peu les mécaniques de gameplay. Vous savez que là, ça va être une zone plus repos qu'une zone de tension. On sait toujours que dans les jeux, il y a des zones de tension, puis des pics de tension, puis des zones de repos, parce qu'on est joueur. Mais globalement, même avec les Working Joe, ils s'amusent. Parce qu'à un moment, alors je vais pas spoiler, mais il y a des fois où ils s'amusent avec vous, avec des androïdes qui sont inanimés, mais en fait, ils vous entendent quand même et ils peuvent se réveiller, ou des trucs comme ça. Donc des fois, vous pensez en sécurité, puis d'un coup, vous faites choper la jambe, ou vous faites surprendre par derrière par un alien, sans le mauvais jeu de mots. Voilà, quoi. Donc voilà, ouais, les ennemis sont vraiment... Enfin, c'est le cœur du jeu, mais ça ne fait pas tout, puisque on se retrouve surtout aussi dans un jeu qui a une DA qui est superbe. Il y a un effet de la lumière qui... le film de Ridley Scott avait été salué pour l'utilisation de la lumière, et je trouve que le jeu lui rend clairement hommage, parce qu'on a vraiment clairement des lumières magnifiques qui renforcent justement l'effet claustrophobique du jeu. Il y a des explosions, il y a des lumières bleutées, des ambiances très différentes, qui rajoutent aussi ce côté manque de visibilité par moment, ou dans l'autre sens, et au contraire, on va arriver des zones où on va être ébloui parce qu'on va passer dans une zone ultra lumineuse. Enfin, c'est vraiment très très réussi, tout en gardant l'esthétique vraiment du film, avec qui on parlait des écrans CRT. Ouais. On va retrouver des caméras granuleuses, et puis même ce que j'ai trouvé assez fou, c'est que c'est toute la partie narration environnementale sur la station, où on va voir des affiches jaunies, on va retrouver des couloirs déserts avec les lumières qui vacillent, et puis voir des traces d'abandon, parce que tu te dis l'équipe elle s'est barrée juste avant en urgence, et puis plus tard tu vas retrouver une porte qui est barricadée avec du bordel partout. Enfin, en fait, t'es vraiment dans le monde d'Alien. Oui, et puis t'es dans le monde d'Alien, quoi. C'est là que tu vois finalement que toute la matière qu'ils ont récupérée de la Fox, ils l'ont exploitée et ils se sont fait plaisir, quoi. C'est incroyable. Alors moi, je me suis souvent surpris aussi à regarder dehors, parce que comme on est sur la station, c'est hallucinant. Moi, je me suis souvent surpris avec des baies vitrées à regarder l'extérieur de la station et à me dire, mais en fait, c'est magnifique. Ouais. C'est juste beau, quoi. Et quand t'es dans cet environnement fermé, regarder l'extérieur où tu vois la planète à côté et l'extérieur de la station, tu te dis mais c'est beau. En fait, c'est un peu comme dans BioShock, en fait, où tu regardes les fonds marins. Et voilà. Bref, ils ont vraiment repris cette esthétique intérieure, comme il a dit, avec les CRT, avec plein. En fait, c'est les années dans les années 70, le futur des années 70. Donc, c'est-à-dire les mécaniques, tous les mécanismes ont des boutons. Des boutons analogiques, c'est pas tactile. Donc voilà, c'est un ordinateur avec un gros bouton. Et puis les bruits qui vont avec. C'est ça, les bruits de vieux serveurs de machin, des ampoules à bulbes. Des ampoules à bulbes, parce qu'à l'époque ça n'existait pas les LED. Donc en fait ils ont repris ce concept d'ampoule à bulbes dans des stations futuristes, des lecteurs de bandes, des lecteurs de cassettes. Voilà. Et d'ailleurs, apparemment de ce que j'ai lu, ils ont fait exprès de rendre crade certains modèles 3D pour coller un peu cette esthétique ancienne du film. Et est-ce que tu sais comment ils ont réussi à reproduire les effets de scintillement, VHS, tout ça, ou de bugs visuels? Est-ce que tu sais comment ils ont réussi à faire? Pas du tout. Un filtre After Effects. Non, pas du tout. Et
Écoute, j'ai trouvé ça génial sur l'équipe de développement et ça montre à quel point ils étaient passionnés et vraiment dans le détail. En fait, pour faire l'ambiance, pour faire coller l'ambiance lo-fi au film, ils ont enregistré du gameplay sur cassette VHS. Ils l'ont joué sur VHS, mais ils se sont pas arrêtés là. Ils ont dit, pour faire cet effet crado et cet effet buggé de l'image VHS, ils ont filmé la lecture du gameplay en VHS et ils sont allés tripatouiller derrière une télé cathodique la prise Spéritel pour faire bugger l'image. Ah putain. Et en fait, ils ont dit, on a tellement bolossé le matos, on a tellement fait les cons qu'on a pété des lecteurs cassettes, on a pété des télévisions parce qu'on a fait trop les cons avec les câbles et avec les prises. À force de faire des allers-retours et des effets de bugage, ils ont fait cramer des équipements en fait. C'est ça qui est hallucinant. Et ils ont dit, on a perdu du matos, hein. On a dû jeter des télés, des lecteurs VHS, on a dû jeter des trucs parce qu'en fait, on les soumettait à énormément de stress pour avoir chaque fois un effet différent, des distorsions de son, des distorsions d'image, des distorsions de couleurs. Et c'est assez hallucinant. Ouais, mais du coup, ça se ressent vraiment effectivement dans... Il y a vraiment une esthétique rétro jusqu'au bout et si t'aimes Alien, tu te fais plaisir, quoi. C'est vraiment bon, quoi. Et puis t'as la petite, t'as la petite cerise sur le gâteau avec l'ambiance sonore aussi qui est particulièrement travaillée et réussie. Ouais. Ça c'était fantastique. Toi qui est particulièrement sensible à ça, t'as dû te régaler. Ah, moi je me suis régalé parce que en plus ils se sont pas allés avec le dos de la cuillère, hein. Les mecs, ils se sont dit, viens, on fait un orchestre, on prend les meilleurs musiciens de Londres qu'on peut trouver et on prend ça et on le mélange avec toute la base de données d'Alien et les musiques de films Alien et on fait ça pour le jeu, quoi. Et du coup ça donne un truc, un régal sonore. Et je garde en tête la musique du menu principal, hein, qui est juste ça te met tout de suite dans l'ambiance. Ouais. C'est un bruit de vide, un bruit de souffle de vide et juste une petite musique derrière comme ça. Je sais pas, j'arriverai pas je pense pas pouvoir le mettre dans le podcast parce que c'est soumis à droit d'auteur, mais globalement c'est régal. C'est ça. Et en plus, elle est utilisée aussi vraiment de manière ponctuelle, justement, pour renforcer la tension dramatique. En général, tu vas plutôt être sur des silences, du grincement, tu vas entendre des respirations, des bruits métalliques. C'est très minimaliste, mais du coup, chaque son va te mettre en alerte en disant, putain, est-ce qu'il y a l'alien? Est-ce qu'il y a quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Ça rajoute encore une couche de tension supplémentaire. Ils se sont fait plaisir là-dessus, quoi. Et surtout, l'IA dont on parlait avant va aussi donner des ordres au moteur sonore du jeu pour augmenter ou baisser le volume de la musique et surtout lui dire de jouer des musiques beaucoup plus stressantes, des violons violents comme ça. Quand vous êtes poursuivi, il y a vraiment une montée d'un coup de la musique en mode vraiment t'es dedans, quoi. Et quand t'es pourchassé, quand t'es en mode hunt, la musique reste bien tendue, bien assez forte. Puis en fait, c'est là que ça accompagne le joueur dans le fait que le stress descend, la musique descend, laisse place à un truc plus posé, plus inquiétant, mais plus calme. Et du coup, ça nous permet vraiment d'être dans ce petit surf de tension dans le jeu, quoi. Mais écoute, je pense qu'on a fait déjà un bon tour autour du jeu. T'as d'autres choses que tu veux rajouter? Ouais, sur le moteur sonore, j'ai encore deux petites anecdotes. Vas-y, fais-toi plaisir. Donc, quand on va sur un ordinateur Sixon ou quand on est sur certaines pièces où on active des mécanismes informatiques, il faut savoir que ils se sont procurés des vieux synthétiseurs analogiques, des vieux serveurs, des lecteurs de bande pour recréer tous ces bruits sonores de mécanismes informatiques qui prennent vie. Et surtout, sur certains bruitages, en fait, ils ont, comme avec le visuel, en fait, ils ont enregistré les bandes sonores et les bruitages sur des bandes magnétiques qu'ils ont un peu altérées et qu'ils ont rejoué et réenregistré derrière pour avoir vraiment cet aspect années 70 vraiment dans le jeu, quoi. Voilà, ils ont mis ça sur un support cradossé et ils l'ont rejoué et ils l'ont réenregistré pour que ça colle avec ce qu'ils voulaient. Jusque boutiste. Ah, mais vraiment, quand je vous dis que c'est un jeu de passionné, c'est un jeu de passionné. C'est hallucinant. Encore une petite anecdote que j'ai trouvée très amusante et ça montre à quel point aussi l'équipe de développement est douée. En fait, ils ont eu énormément de mal à tester le jeu. Pourquoi? Parce que Alien, c'est pas juste des pièces et un alien. Alien, c'est l'IA qui fonctionne, avec une luminosité qui fonctionne, une ambiance qui fonctionne, des sons qui fonctionnent. Ça veut dire quoi? Si je vous dis, pour tester un jeu, il faut un moteur graphique en place,
un son en place, un gameplay vachement aux petits oignons, une IA prête, ça donne quoi ? Ça donne un jeu final. Oui. Donc, donc pour tester les bêtas, c'était vraiment pas en place, c'était vraiment difficile parce qu'ils ont dû émuler dans leur tête le sentiment que les joueurs ressentiraient avec le jeu prêt, sachant que c'était la seule condition pour tester correctement ce putain de jeu. Donc, ils ont jamais pu vraiment être rassurés de leur succès, et ça c'est vraiment important de le souligner et de leur donner ce mérite-là, c'est qu'ils ont développé le jeu de façon très découragée, apeurée, et ils ont eu très peur souvent de prendre la mauvaise voie. Et en fait, ils ont dit la fois où toute cette pression s'est relâchée, c'est quand le jeu a été présenté pour la première fois sur un salon jouable dans son état quasi final, et qu'en fait, ils ont les joueurs posaient le casque. C'est-à-dire que les joueurs se faisaient choper, ils posaient le casque, ils se retournaient vers les gars et ils disaient « ce truc, c'est un truc de fêlé ». Et ils voyaient les sourires chez les joueurs, dire « mais les gars, vous avez fait ce qu'on attendait, quoi ». Ouais. Et en fait, là, ils ont été open bar. Parce que finalement, on l'a même pas tant dit que ça, mais quand vous vous faites choper par l'alien, putain, qu'est-ce que vous jurez. C'est vraiment le truc. En fait, c'est assez difficile à expliquer quand on n'y joue pas, quand on n'a jamais joué à ce jeu. Mais en fait, on est dans un sentiment de concentration, de tension, de trucs comme ça. Et quand on se fait spotter et que ça part en couille, en 15 secondes max, c'est fini, quoi. Ou des fois, c'est en 3 secondes, on l'a pas vu venir, on se retourne, il est là. Et c'est une explosion de la tension. C'est vraiment une force énorme du jeu, dans le sens où j'ai rarement vécu ça à une telle échelle, quoi. C'est-à-dire que c'est pas du jumpscare, c'est de la tension construite tout du long, quoi. Et c'est vraiment impressionnant, quoi. Rien n'est artificiel, tout est presque naturel pour l'alien. Et en fait, t'as le côté traître. Et moi, ça m'est arrivé de me dire, et c'est là où j'ai vraiment juré, c'est que j'avais fait une séquence de jeu de 30 minutes où j'avais pas sauvegardé. Du coup, qu'est-ce que j'ai voulu faire ? J'ai voulu aller plus vite pour finir plus vite la zone. Et voilà, sauf que quand vous allez plus vite, déjà vous courez plus. Et en plus, l'alien, il joue avec vos nerfs, en fait, parce qu'il, comme je vous ai dit, plus vous êtes rapide, plus il va jouer avec vos nerfs pour vous faire ralentir. Donc, et plus on se fait tuer. Donc, il faut être précautionneux. Il faut, c'est ce truc, en fait. C'est pour ça qu'on rage souvent, parce que quand on se fait choper 2-3 fois d'affilée, c'est saoulant. Bon, on arrête une session, on reprend une session plus tard et ça va mieux. Mais globalement, franchement, à part au début de ma dernière session où j'ai vraiment été un moment frustré parce que je voulais aller trop vite. Après, le jeu, c'était que du bonheur, quoi. Je vais juste dire, c'est un jeu, faut quand même aimer. Si vous avez peur sur un survival et si les Resident Evil vous font trop peur, c'est pas pour vous. Faut pas se le cacher. C'est un jeu qui est éprouvant, qui est flippant. Et si on aime ça, par contre, c'est jouissif. Ah oui, moi, ouais, j'ai fait les 2 Outlast. Et d'ailleurs, sur Outlast 2, avec Robin, on s'est assez marré parce que j'étais du genre à courir comme un dératé en mode taillot et sans avoir vraiment peur de la manette, alors qu'ils étaient en train de se chier dessus avec mon frère. C'est assez drôle. Moi, j'ai jamais, donc je cherche toujours des expériences un peu challenging au niveau peur. Et alors, c'est pas impossible, le jeu a un mode facile aussi. Vous pouvez vous aventurer pour l'aventure, c'est pour un peu plus facile, un peu plus lié à être un peu plus libre, un peu plus gentil. Mais globalement, vous pouvez, franchement, lancez-vous, c'est une expérience. Alien Isolation est une expérience, je pense. Oui, et puis j'ai envie de te dire, même si à un moment, on flippe trop et on arrête, c'est pas grave, on a voyagé sur la station spatiale, on a découvert l'univers, et c'est cool. C'est pas grave de pas le mener au bout. Si ça devient trop exigeant, moi, on a quand même vu quelque chose qui est assez inédit malgré tout dans le monde du jeu vidéo, même s'il y en a quelques-uns qui ça rapproche. Tu parlais d'Outlast, c'est pas une expérience qu'on va voir très fréquemment. Et ça serait dommage quand même de s'arrêter là, comme si en pleine route, parce que je vais pas spoiler, mais vous n'êtes pas que sur la station, vous êtes sur d'autres choses, vous êtes à l'extérieur de la station, puisque vous êtes des fois amené à être à l'extérieur de la station, sur les plateformes extérieures, avec votre combinaison. On va avoir du flashback aussi. On va avoir du flashback, no spoil. On va avoir du flashback et ça, c'est très très sympa. On va aller sur d'autres appareils par moment, sans vouloir trop spoiler. On va pouvoir quitter le vaisseau dans de diverses façons. Je ne vais pas en dire plus. Mais moi, ce que j'ai retenu surtout, et on va peut-être finir là-dessus sur le jeu à proprement parler. Et là où je vous dis, ne vous laissez pas abattre, c'est que le jeu est très cinématographique aussi. Oui. C'est-à-dire que tout est en grande pompe. Les séquences d'action, les séquences clés du scénario où il y a un vrai changement, il y a un événement majeur, tout est très bien scénarisé, spectaculaire. Les séquences de fin, c'est juste un truc
c'est des petits beurres. Le séquence du fin, c'est des palais bretons qui fondent sous la bouche. C'est franchement, à la fin, on a une séquence presque d'1 heure où on vit le truc, mais vraiment intensément, et c'est vraiment une expérience en soi. Franchement, à chaque fois je sors de ce jeu, je dis waouh, quoi. C'est comme la première fois. Ouais. C'est hallucinant. Donc toi, malheureusement, tu l'as pas fait tout récemment. Toi, c'est un peu moins frais que moi. Ouais, moi, je l'ai fait, pour vous dire, je l'ai fait il y a un peu moins d'1 mois déjà. Moi, je l'ai refait la dernière fois, c'était quoi, il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc, ouais. Après, on s'en souvient. Hein. Oui, c'est ça. Là, pour l'avoir fait fréquemment, ça m'a conforté dans l'idée que ce jeu est, pour moi, il vaut 18 sur 20 largement. Ouais. C'est un chef-d'œuvre du survival horror. Clair. Je te propose du coup qu'on continue sur le sujet un petit peu de l'histoire et des thèmes qui seront autour, parce que ce qui est chouette aussi dans ce jeu, c'est que il s'inscrit clairement dans l'univers d'Alien, puisque comme je l'ai dit, si on a un peu l'habitude de cet univers-là, on va retrouver des thèmes très classiques dans la saga. Mais avant de ça, comme je l'ai dit, c'est vraiment un jeu qui est considéré par beaucoup comme la vraie suite de ce premier film Alien. Et sans encore une fois vouloir spoiler le scénario, il va vraiment s'entrelacer entre tout ce qui va être en quête, en plus de cette survie. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé du fait de fuir devant l'alien, mais on a aussi envie de rechercher les données, retrouver justement l'histoire pour savoir ce qui est arrivé à Ripley. Et à travers ça, on va retrouver aussi la place de la Weyland-Yutani, la façon dont elle aborde le sujet, donc les méga corporations, etc., qu'on retrouve régulièrement. Et c'est assez intéressant parce que finalement, la station Sévastopol, c'est un vrai écho du Nostromo, quoi. C'est une station en déliquescence. On va retrouver toute la partie hiérarchie corporatiste, le côté isolement complet. Et c'est vraiment ça ouvre sur les thèmes classiques de la saga. C'est-à-dire que là-dessus, le premier, le plus classique, c'est le capitalisme prédateur. Là, on retrouve clairement la Weyland-Yutani qui est prête à sacrifier des vies pour le profit, avec quitte à utiliser les Working Joe pour ça. Hein. Ouais. On va retrouver le côté des travailleurs abandonnés. On retrouve les employés qui sont piégés sur la station, qui sont abandonnés, qui sont obligés de se débrouiller par eux-mêmes, complètement oubliés. De barricader, ouais. Et c'est vraiment le côté humain, on va dire matière négligeable, et qu'on peut sacrifier à merci pour la grandeur de la compagnie. On a le côté le corps et la technologie, hein, comme je l'ai évoqué au début. L'œuvre de Giger, c'est un mélange de ces deux éléments-là. Et tu l'as très bien dit, les androïdes là-dessus sont particulièrement réussis, ils sont extrêmement inquiétants avec ce côté. Ils ressemblent à des humains, mais complètement déshumanisés. Et ils sont extrêmement flippants. Le xénomorphe... Ça se ressent beaucoup à l'écran. Ouais, c'est ça. Le xénomorphe, c'est le xénomorphe. Hein, je veux dire, pour moi, c'est une des plus grandes créatures du cinéma dans son côté effrayant. On va retrouver aussi le thème de la femme forte. C'est quelque chose qui est assez présent dans la saga, mais c'est assez rare finalement d'avoir une héroïne qui soit une femme, qui soit justement dans quelque chose d'action comme ça, et qui est déterminée à découvrir la vérité, à avancer, qui est vulnérable, parce que on est clairement très vulnérable face à toutes les menaces qu'on voit, mais qui est jamais soumise au destin, qui prend les choses en main et qui va triompher de l'adversité. Et puis le dernier élément aussi très classique dans les thèmes de la saga, c'est la solitude, parce que finalement notre personnage, très souvent, certes il va croiser des gens, il va être un peu accompagné, mais il va se retrouver presque tout le temps isolé, presque tout le temps seul. Et tu l'as aussi évoqué, on est toujours confronté face au vide de l'espace, qui est vraiment un des thèmes centraux d'Alien, et qui se retrouve vraiment bien matché avec le survival, dans le sens où on va se retrouver effectivement après des moments de tension, où on va passer devant une immense baie vitrée, où on va voir la planète autour, avec un moment un peu hors du temps, où on se dit flottement, ouais. C'est ça. Et ça, c'est vraiment des choses que tu retrouves dans toute la licence, et je trouve que ils ont réussi le tour de force de vraiment les intégrer dans cette Alien Isolation.
Et pour ceux qui aiment la licence et qui aiment retrouver ces éléments-là, vous les retrouverez tous. Et vous les retrouverez tous sur une durée beaucoup plus longue qu'un film, donc qui pourra être développé beaucoup plus en profondeur. C'est-à-dire qu'on parlait de la Weyland Yutani, on va régulièrement trouver des notes de la corporation, on va retrouver les mémos qui sont envoyés. Enfin, c'est tout l'univers se construit. Encore une fois, tu l'as évoqué à travers du BioShock, c'est un peu la même chose, mais encore une fois dans l'univers de Exact. quoi. Donc voilà. D'ailleurs là-dedans, on l'a pas forcément évoqué, mais on va retrouver aussi des logs audio avec différents terminaux, avec des bandes audio qui racontent finalement la chute de la station, ce qui s'est passé là-dessus. Et puis mine de rien, on retrouve Ripley Mère qui va hanter tout le jeu. Même si on va jamais la croiser, on va régulièrement avancer pour essayer de découvrir ce qui lui est arrivé, retrouver la fameuse boîte noire qu'on a cherchée. Et on est vraiment, j'ai envie de dire, pour les films aliens aujourd'hui, je pense que depuis que c'est passé chez Disney, il y a un cahier des charges avec les cases à cocher. Là, ils les ont toutes cochées, mais sans chercher à les cocher, quoi. C'est juste par amour de la licence, quoi. Et, c'est un jeu de passionné. Ouais, donc c'est un jeu de passionné. D'ailleurs, on l'a pas évoqué en plus. Alors toi, je pense que tu l'as fait en français. Oui. Non, j'ai fait une fois en français et une fois en anglais. J'ai fait les deux. Ouais. On n'a pas précisé qui a la voix de Sigourney Weaver en anglais. Exactement. Elle a été convaincue par la qualité du jeu de donner sa voix, parce qu'il faut savoir que là encore, Sigourney Weaver, elle incarne la licence Alien, mais ça n'a pas été toujours simple avec elle, dans le sens où elle craignait la surexploitation justement, et voilà, donc régulièrement elle s'est dit non, je veux pas faire ce projet-là parce que ça va pas pour moi ça va pas dans le bon sens. Donc si elle s'est dit ok, j'y vais, c'est que c'était bon, quoi. C'est ça, c'est un gage de qualité, effectivement. Voilà, je voulais faire ce petit aparté sur ces thématiques-là. Encore une fois, je vous renvoie vraiment sur le livre de Third Edition si vous voulez aller plus loin là-dessus, parce que moi je me suis régalé. Mais voilà, j'aime bien dans ces films-là finalement avoir ces différents niveaux de lecture, et c'est cool quand on les retrouve dans les jeux qui vont avec, quoi. Alors juste le livre de Third Edition, c'est un livre que tu recommanderas à quelqu'un qui comme moi ne connaît la licence mais n'est pas allé en profondeur dans tous les épisodes de la licence, ou c'est plus un truc dédié aux fans qui connaissent vraiment déjà bien? Alors non, je pense que je la recommanderais vraiment aux curieux. C'est-à-dire que il est très complet, mais t'as un côté qui va être après assez assez romanesque finalement, parce que je te dis, l'histoire des développements des différents films, il y a eu de nombreux rebondissements, il y a eu beaucoup de choses derrière. Donc si t'es plus intéressé par le côté un peu cinéphile, la façon dont ça s'est créé, les histoires, le côté aussi d'où viennent ces influences, il est assez cool. Moi, je me suis vraiment régalé dessus, quoi. Ok. Écoute, après cette petite aparté, on va aller sur tout doucement vers la dernière partie, puisque ça fait déjà, on se rapproche tout doucement des 12 heures. Des 12 heures, ouais, complètement, ouais. Des 2 heures. Et je te propose qu'on parle un petit peu des extensions avant d'aller sur la partie réception et héritage. Donc, des DLC, il y en a eu 2. Qui s'appelle Crew Expendable et Last Survivor. Et ben en fait, c'est littéralement plan pour plan revivre certaines scènes du film de Ridley Scott, puisque Crew Expendable, c'est revivre la mission originale avec Ripley et Dallas, et Last Survivor, en fait, c'est la scène finale du film quand on essaye de se barrer, quand Sigourney Weaver essaye de fuir devant l'alien pour quitter le Nostromo. C'est des petits bonbons pour les fans. Des très petits bonbons, parce ça. Que je les ai fait. Voilà. Je les ai fait aussi, je pense qu'en une demi-heure, ça a été plié. Donc, ça. C'est extrêmement court, mais voilà. En fait, je pense que quand le jeu est sorti, il y a beaucoup de gens qui se sont dit « Ah, c'est dommage, il n'y a pas Sigourney Weaver. » C'est le truc qui manque. Donc, ils se sont dit « Bon, allez, on va vous faire plaisir. » Un petit DLC, ouais. Un petit DLC vite fait. En fait, globalement, les DLC, ils ont été montés pour être vraiment installés et profiter en Season Pass. Parce que globalement, ils ont créé du coup un mode survie avec un des DLC. Et en fait,
En fait, il y a un mode survie, un mode sauvetage qui sont arrivés au fur et à mesure des DLC, et globalement, les DLC suivants ont toujours ajouté des maps pour ces modes-là. Donc globalement, chacun des DLC en fait se complète. C'est ce que j'avais lu. En tout cas, toi, tu peux peut-être plus m'en parler parce que moi, j'ai joué qu'aux deux que t'as cité. Non, mais j'ai fait ceux-là aussi. Je suis pas allé au-delà. Après, je t'avoue que moi, ça m'a vraiment fait triper de me retrouver, d'avoir l'impression d'être dans le film. Après, effectivement, t'as un goût de trop peu parce qu'ils sont vite finis. Mais ouais, c'est voilà. ça. On va dire c'est un petit bonus sympa une fois qu'on a fini le jeu. Parce qu'il faut savoir que le jeu, quand même, est très long. Hein, si je te dis pas de bêtises, pour un survival, il est extrêmement long. Faudrait que je regarde combien de temps j'ai mis, moi. En fait, je crois que c'est pas affiché forcément. Écoute, on va faire un petit How Long to Beat. A few moments later. Eh bien, écoute, pour aller sur How Long to Beat, on a 18h30 pour finir le jeu. Et pour le 100%, c'est 34 heures. Donc, c'est effectivement particulièrement long pour un survival qui, en général, on va naviguer entre 7-8 heures et 12 heures, pour ceux qui sont un peu plus longs. Ouais. C'est d'ailleurs un point qui lui a été un peu reproché en disant 18 heures de tension, ça fait beaucoup trop de slip taché, quoi. Après, comme dit, des événements que je vous ai dit que c'était très cinématographique, les événements s'enchaînent de façon à ce que vous vous ennuyez pas vraiment. Hein. Il se passe toujours quelque chose. Vous allez d'un point A à un point B, par exemple, il va se passer plein de trucs entre les deux. Et en fait, ça va changer complètement votre mode de pensée, certains endroits. Il va y avoir d'autres enjeux qui vont s'ajouter, d'autres événements sympas qui vont s'ajouter. C'est vraiment une bonne aventure linéaire, entre guillemets, oui. Mais vraiment. Voilà, je pense que c'est ce que tout le monde pourrait rechercher aujourd'hui, où le monde ouvert sont monnaie courante et on se fait chier. C'est clair. Finalement. Et donc, du coup, ce Alien Isolation, de manière un peu surprenante, il n'a pas été si bien reçu à sa sortie. Alors, il s'est pas fait défoncer, hein, loin de là, mais il a acquis ses lettres de noblesse vraiment sur la durée. Dans le sens où tout le monde a été d'accord sur le fait que, d'un point de vue fidélité artistique, c'était une masterclass. Ah oui. Immersion sonore, rien à dire, tout est réussi. L'IA, très cool aussi, même si il y en a certains qui ont toujours trouvé un peu à redire. Ça a plutôt été bien apprécié. Par contre, en fait, il s'est fait un peu défoncer, justement. Ce que je vois, c'est ce qu'on se disait, c'est sur la durée, où ils disaient c'est trop long pour un survival et c'est dommage. Et les gens étaient aussi frustrés face à la difficulté. Ce qui fait que finalement, quand tu regardes sur Metacritic, aujourd'hui, il a qu'un 81 sur 100. Je suis allé chercher quelques critiques, tu vois. Alors, IGN, eux, ils étaient dithyrambiques. Le jeu Alien qu'on attend depuis 35 ans avec un 9 sur 10. GameSpot, c'est ce qu'on va retrouver un petit peu, c'est trop angoissant mais magistral. Donc, c'est un 8 sur 10. Quand même. Voilà, donc en gros, tout le monde s'est dit c'est un super jeu, mais c'est un jeu qui fait trop flipper et du coup, on n'en profite pas, quoi. Donc du coup, effectivement, il a mis du temps à être vraiment adopté par les joueurs. Moi, je sais que j'étais vachement hypé et je ressentais pas trop cette hype-là. Et il y a un autre élément qui contribue à la rendre culte. Aux alentours de 2016, il y a quelque chose qui a été beaucoup relayé par les streamers, c'est qu'on a eu un mode VR. Voilà. Et comme on était sur la période où il y avait eu, justement, tu parlais de Five Nights at Freddy's, où le jeu s'est démocratisé, s'est popularisé avec les gens qui se jouaient en train de le filmer, donc qui se filmaient en train d'y jouer. On va y arriver quand c'est dans le bon ordre. Et là, ça a connu un nouveau regain de popularité quand justement ces streamers se sont filmés en train de jouer au mode VR. Oh la vache, j'imagine pas ce jeu en VR. Je n'ose même pas l'imaginer non plus. Moi, j'avais vu, le seul que j'ai vu, je crois que c'est Seb de Joueur du Grenier qui jouait en mode VR et effectivement, c'était assez comique, si j'ose dire, quand nous, on est de l'extérieur. Pour avoir juste testé Resident Evil 7 en VR et la tension que ça m'a foutu, j'ose effectivement pas l'imaginer, celui-là, il doit être juste effrayant. Waouh. Mais voilà, sachez que tu te fais transpercer en VR. Et puis quand il arrive, quand il te fonce sur toi de face. Donc voilà, en tout cas, sachez qu'il existe ce mode VR, donc qui est jouable, je pense, que sur PC, qui a été développé par la communauté. Hein. C'est pas un mode officiel, si je dis pas de conneries. Mais si vous voulez vraiment avoir peur, je pense que c'est un très bon choix. Voilà, avant de conclure. Et pour la suite,
Pour la suite d'événements, du coup, on a eu une petite annonce qui a été faite il n'y a pas si longtemps que ça, Oui. d'ailleurs, pour la suite d'Alien, enfin, d'Alien Isolation 2. C'est ça. Alors aujourd'hui, c'est dans un état un peu... on ne sait pas trop. Alors on sait que c'est en développement, mais on ne sait pas trop quand ça sort. 2026-2028 pour les spéculations. Hein. Donc 2028 si vous êtes réaliste, 2026 si vous êtes plutôt du côté des streamers grand public qui veulent faire du buzz. Mais voilà, on est dans un projet qui est peu avancé dans son développement. C'est ce qui est ressorti. On est très tôt dans le développement. Et le créateur original, le directeur créatif original est de la partie. Youpi. Donc, on peut s'attendre à quelque chose qui serait, on l'espère, au niveau. Alors, moi, je vais être clair, aujourd'hui, j'ai pas de console New Generation. Si le jeu sort et qu'il est bon, c'est un argument pour moi d'en acheter une. C'est clair. Donc le jeu ne sortira pas sur Switch 2. Non, je plaisante. On a fait un peu le tour de ce jeu. Alors on n'en fait jamais vraiment le tour. La meilleure façon d'en faire le tour, c'est d'y jouer. Clairement. Mais voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Écoute, moi aussi, donc je pense qu'on peut aller tranquillement vers la conclusion. Bon, bah écoute, Alien Isolation, plus qu'un bon jeu, une masterclass, une déclaration d'amour à la licence. Je pense que c'est... Le truc que je me suis noté, c'est en fait finalement, c'est un exemple rare d'adaptation en jeu vidéo qui comprend le matériau d'origine. Et finalement, c'est un peu la dernière époque où je trouve que c'était le cas. Dans le sens où en y réfléchissant, les Batman, c'est un peu la même époque. Il y a les jeux du Seigneur des Anneaux aussi de la Warner qui sont aussi à cette époque-là. Et depuis, j'ai pas souvenir d'avoir été marqué. Alors, a priori, il y a peut-être les Sony et Spider-Man, mais c'est pas ma cam. Je pense que c'est un peu Non, moi non plus. une des dernières grandes adaptations de films. Et ça me manque. C'est vrai, on n'en a plus beaucoup. Ouais. Oui, c'est vrai. En fait, maintenant, on a les moyens de faire des trucs de qualité. On arrive à peu près à cerner ce que les joueurs veulent. Donc, franchement, pourquoi se priver? C'était un risque de sortir Alien pour Sega à ce niveau-là. C'est clair. Il faut dire que depuis, je pense que l'addition a bien grimpé et du coup, ils se sont fait des petits... Ah bah s'il lance un 2, je pense que c'est pas pour rien. Hein. Des petits billets. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Et là, le 2, je vous raconte pas comment il a attendu. Donc oui, pour moi, c'est chef-d'œuvre. C'est... qui respecte le matériel d'origine excellemment bien. À tel point que quand j'ai vu les films, j'ai dit c'est marrant, c'est comme dans le jeu. Alors que le film était sorti juste plus de 30 ans avant. Donc c'est dire à quel point c'est fidèle vraiment au papa de ce projet, quoi. Bah, ça, c'est le jeu, il a plus de 10 ans et je pense qu'aujourd'hui c'est toujours une référence et sans doute un des jeux d'horreur les plus purs adaptés d'un film. Donc jouez-y, mangez-en, d'autant plus que si vous avez pas trop de thunes mais vous avez des vieilles consoles sur Xbox 360, je pense que vous pouvez le trouver à pas si cher que ça. Alors, niveau cote, on en est où? Je l'avais acheté sur PS3 parce qu'il était moins cher que sur 360. Mais je sais pas, ouais, tu dois l'avoir à 15 balles peut-être, 10-15 balles. Oui, tout à fait. 15-20 balles, ouais. C'est pas donné. L'inflation. Hein. Vous avez meilleur temps de le prendre sur Steam. Hein. En fait, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que le jeu a mis un peu de temps à trouver son public. Et avec les années, il a eu ce statut culte. Et je pense qu'effectivement, c'est un jeu qui monte en valeur avec les années. Sur PS4, il doit être encore un peu moins cher. Ouais. Ah non, même pas. Parce que c'est l'édition Nostromo, donc il y a tous les DLC, ouais. Donc il est à 30 balles. Donc privilégiez l'édition PC, très bien. Voilà, l'important c'est de l'essayer. Bon. C'est exactement ça. D'ailleurs, si vous voulez l'essayer gratuitement, je l'ai pas précisé, mais sur Apple Store et je pense sur Android Store, le chapitre 1 et 2 du jeu est disponible gratuitement. C'est un jeu sympa. À l'essai, donc vous pouvez vous pouvez essayer le début du jeu, je pense que jusqu'à ce que le xénomorphe se présente. Hein. Et que vous ayez les premières séquences avec l'alien pour jauger un peu de ce que c'est la chasse à l'alien, la chasse de l'alien. Et comment, si vous voulez vous faire une idée, c'est parfait. Vous aurez tout. Vous aurez l'alien, les robots, vous aurez tout. Enfin, je pense qu'il y a les robots. Mais voilà. Bon, bah, du coup, on va pouvoir clôturer ce podcast dédié à ce superbe jeu et cette magnifique licence. Donc, on va donner un petit coup de sauvegarde vite fait. Voilà.
Et puis voilà. Bon, ben on va attendre que l'équipe de New Game Plus puisse nous contacter avec la radio. Ça va être un peu... Attends, c'est quoi ça là-bas? Attends, t'as bougé ces caisses avant ou elles étaient déjà là? Non, je crois que c'était là. Attends, mais... Putain, mais c'est un conduit d'aération qu'il y a derrière. Ah merde. Oh. Oh merde. Ah.